Bonjour à tous, je me présente, donc Adeline Chastrus, animatrice éco-phyto Pays de la Loire. Bienvenue à ce webinaire sur les plantes de service pour le contrôle des ravageurs en culture légumière. Donc nous avons 4 interventions prévues pour cet après-midi qui vont nous présenter les différents résultats obtenus dans le cadre du projet Réguleg porté par le CTIFL. Donc Sébastien Picot, ingénieur au CTIFL, nous présentera ce projet ainsi que les résultats des essais conduits à Carquefou. Puis nous verrons 2 exemples de déclinaison sur le terrain avec Maxime Chabalier et Lucille Bertillot qui sont donc conseillers maraîchage à la Chambre d'agriculture Pays de la Loire et à la Chambre d'agriculture du Loir-et-Cher et également ingénieur réseau DEFI. Et enfin, Amandine Mollet de la Fredon Hauts-de-France interviendra sur l'étude des risques liés à l'utilisation des plantes de service. Donc n'hésitez pas à poser vos questions tout au long des interventions, donc à l'aide du chat. Donc vous avez normalement sur votre fenêtre internet un petit onglet, une petite icône, voilà, avec une petite bulle. Vous suffit de cliquer dessus et nous aurons 3 temps de questions qui seront prévus. Donc sans plus attendre, je laisse la parole à Sébastien Picot. Bonjour, donc je suis Sébastien Picot, ingénieur de recherche et d'expérimentation au CTIFL. Je suis basé à Carquefou et j'ai coordonné le projet Réguleg de 2018 à 2020. Donc dans ce projet Réguleg, nous avons travaillé sur la mise au point et l'évaluation d'une stratégie de lutte biologique par conservation pour protéger les cultures maraîchères contre les pucerons. Et nous avons travaillé sur 3 cultures, l'aubergine, la fraise et la laitue. Les pucerons sont une problématique effectivement majeure en culture légumière puisque ce sont des ravageurs qui s'attaquent à beaucoup de cultures, les cultures précoces sous abri froid comme l'aubergine, le poivron ou le piment, les cultures de fraises et les cultures de laitue. Et ce sont des ravageurs qui provoquent soit des dégâts directs à travers l'affaiblissement des plantes ou des problèmes de déformation de feuilles et de fruits, mais aussi des dégâts indirects à travers la transmission de virus. Et ça peut endommager également la qualité des fruits, notamment en culture de fraises ou d'aubergines. C'est un projet qui s'est aussi intéressé, mais en moindre partie, aux problèmes de trips en culture de fraises. Alors le consortium et le pilotage du projet Réguleg fait intervenir un certain nombre d'acteurs. Le CTIFL d'abord, qui est le porteur du projet, et au CTIFL, nous avons travaillé dans des parcelles expérimentales en culture d'aubergine et de laitue. Je ne parlerai aujourd'hui que des résultats qui concernent les cultures d'aubergine. Les résultats concernant la laitue seront présentés ultérieurement. On a eu également aussi des expérimentations menées chez les producteurs. Et ces expérimentations ont été portées par les chambres régionales d'agriculture de Nouvelle-Aquitaine, de Pays de la Loire et de la région Centre. On a eu également des tests biologiques qui ont été effectués au laboratoire pour travailler sur ce sujet de l'innocuité des plantes de service que l'on peut utiliser dans le cadre de stratégies de lutte biologique. Et ces tests en laboratoire ont été effectués par la Fredon Nord-Pas-de-Calais et les résultats vous seront présentés en fin d'exposé. Alors l'objectif du projet Réguleg, c'est de mettre au point et d'évaluer l'effet d'une stratégie de protection des cultures légumières contre les pucerons. Et la stratégie qui a été mise au point et évaluée est une stratégie qui fait intervenir l'utilisation de plantes de service. Et il y a 2 types de plantes de service avec lesquelles nous avons travaillé. Ce sont d'abord les plantes ressources, qui sont des plantes à fleurs, en fait, qui vont apporter les ressources énergétiques nécessaires au développement des populations d'auxiliaires, et les plantes banques, qui, elles, vont attirer des proies de substitution qui pourront être consommées par les larves des nids naturels de pucerons. Vous avez ici un schéma qui vous présente les hypothèses que nous avons testées dans le projet, ou plutôt l'hypothèse que nous avons testée dans le projet, avec dans la partie haute du schéma un système de culture que l'on qualifie de référence, où vous avez une relation proie-prédateur qui s'effectue de façon complètement classique. Vous avez d'abord un développement des populations de pucerons sur l'aubergine, et parce qu'on a un développement de pucerons, et bien derrière on a le développement des populations de prédateurs qui intervient. Ça, c'est une relation proie-prédateur classique qui permet de réguler les populations de pucerons, mais le problème c'est que les prédateurs interviennent en général beaucoup trop tard pour empêcher les populations de pucerons de dépasser un seuil de nuisibilité économique. Donc nous, on veut remplacer ce système de culture de référence par un système de culture alternatif qui permet d'empêcher aux populations de pucerons de dépasser ce fameux seuil de nuisibilité.
Donc on veut que les populations de prédateurs se développent avant les populations de pucerons, et pour cela on fait appel à une autre population de pucerons, qui sont des populations de pucerons inoffensifs pour la plante cultivée, et qui se développent sur les plants de banque. C'est la courbe que vous voyez ici en bleu. Donc notre objectif, il est bien d'avoir un développement de pucerons très précoce sur nos plants de banque, de façon à ce que derrière les populations de prédateurs se mettent à croître également, et qu'elles puissent empêcher le développement de populations de pucerons sur l'aubergine, la fraise ou la laitue. La stratégie que nous avons testée dans les cultures d'aubergines, de fraises et de laitue consiste à faire la chose suivante. En janvier-février, on met en place des plans de banque. On met en place aussi des plantes ressources dans nos parcelles de culture. Les plants de banque, c'est par exemple le blé, l'asclépia, l'ortie, la tamisie ou l'aquilée. Et les plantes ressources, ça peut être le sarrasin, le souci, la coriandre ou d'autres plantes. Au mois de février, on s'assure de la présence de pucerons sur les plantes banques, qui sont des pucerons inoffensifs pour la plante cultivée. Et si ces pucerons ne sont pas présents, on les inocule nous-mêmes sur les plantes banques. On peut mettre un voile de forçage sur les plantes banques pour hâter la colonisation par les pucerons. Et derrière, début mars ou mi-mars, on s'assure que des ennemis naturels de pucerons viennent s'installer sur les plantes banques. Et si ce n'est pas le cas, on peut faire des lâchers artificiels. Et au 15 avril à peu près, pour ce qui concerne la culture d'aubergine, c'est l'exemple ici, on plante notre culture. Les pucerons en général s'installent tout de suite sur les plants d'aubergine. Et ce que l'on veut, c'est qu'il y ait un délai d'1 mois entre l'arrivée des pucerons sur les plants de banque et l'arrivée des pucerons sur l'aubergine. Ça, c'est la stratégie globale qui a été testée dans les 3 cultures avec des ajustements d'une culture à l'autre qui a pu être effectué. Je vais vous présenter maintenant les résultats qu'on a obtenus au CTIFL en culture d'aubergine, qui sont issus de travaux qui ont été menés en 2018-2019 et puis de travaux préalables qui avaient été menés avant en 2017. Donc nous avons testé la stratégie que je viens de vous présenter dans les grandes lignes dans 2 tunnels dits tunnels aménagés que vous voyez ici en haut qui s'appellent A1 et A2. Et dans ces 2 tunnels, en fait, vous aviez une planche centrale qui était aménagée avec les plantes de service. Vous aviez donc du blé, de la tamisie, de la coriandre, du sarrasin, et le dispositif pouvait évoluer d'une année à l'autre. Et on a comparé ce qui s'est passé dans ces tunnels aménagés à ce qui s'est passé dans 2 autres tunnels qui étaient considérés comme des tunnels témoins, que vous avez en bas sur le schéma, qui étaient des cultures d'aubergines telles qu'on peut les trouver chez les producteurs, donc sans aucune plante de service sur la planche centrale. Voilà à quoi ressemblait une parcelle témoin. Et voilà à quoi ressemblait un tunnel aménagé, où vous voyez bien la parcelle au centre avec les plantes de service. Voilà des exemples de plantes ressources, donc on est vraiment sur de la plante à fleurs. Et voilà à quoi ressemblaient les plantes banques avec lesquelles nous avons travaillé. Vous avez de l'ortie, de l'aquilée, de la tamisie ici, et vous voyez les colonies de pucerons, soit sur la face inférieure des feuilles, soit sur la tige. On pouvait parfois mixer la plante banque avec une plante ressources. Ici, vous voyez un plan d'Alice au milieu de tamisie. Pour évaluer l'efficacité de cette stratégie, nous avons réalisé toute une série de mesures et d'observations, à la fois sur les plantes cultivées et sur les plantes banques, mais aussi dans les tunnels. Sur les plantes cultivées et sur les plantes banques, nous avons suivi évidemment le niveau d'infestation des plantes par les pucerons, à l'aide d'échelles de classe élaborées dans le projet Réguleg. Nous avons suivi aussi l'activité des prédateurs avec des dénombrements visuels. On a évalué aussi le parasitisme, dont je ne parlerai pas aujourd'hui. Et puis on s'est intéressé à la structure des communautés de pucerons et de prédateurs de pucerons. Et nous avons aussi, spécifiquement sur les plantes cultivées, mesuré la teneur en nitrate dans le feuillage des plantes avec des analyses de jupes pétiolaires. Au niveau des tunnels, nous avons mesuré la température, la teneur en nitrate dans le sol, et nous avons fait des mesures de rendement à travers des poids de fruits par tunnel. Voilà à quoi ressemblaient les échelles de classe que avec lesquelles nous avons travaillé pour évaluer les populations de pucerons. Vous avez une classe C par exemple à gauche où c'est le début de la colonisation avec 2 colonies que l'on voit en bas à gauche et en bas à droite de la feuille. Puis vous avez une classe E où on commence à avoir une installation très forte des pucerons
sur la feuille avec quasiment 20 à 25% de la feuille colonisée. Et ça va jusqu'à la classe E, où on considère que la plante est complètement colonisée et est en voie de sénescence à cause des pucerons. Au niveau de l'analyse et de l'interprétation des données, nous avons fait un travail assez important. Nous avons d'abord utilisé les mesures et les observations de terrain pour tracer différentes figures sur les plans de banc, différentes figures concernant les aubergines et différentes figures concernant les variables mesurées à l'échelle des tunnels. Nous avons tracé, entre autres, la cinétique d'infestation des plantes par les pucerons, la cinétique d'activité des prédateurs de pucerons, et nous avons caractérisé la structure des communautés de pucerons et celle de leurs prédateurs. Et pour ce qui concerne les aubergines, nous avons tracé la cinétique des nitrates dans le feuillage des plantes. Donc ces figures-là, en fait, étaient très nombreuses et nous avons synthétisé les données à travers l'extraction de paramètres. Et à partir de ces paramètres, nous avons calculé des indicateurs. Et ces indicateurs, on les a interprétés derrière pour conclure quant à l'efficacité de la stratégie ou non, et déduire également quels sont les facteurs clés qui permettent d'influencer l'efficacité de la stratégie. Et ces facteurs clés, on peut les traduire derrière en termes de préconisation. Voici le genre de figure que l'on a pu tracer. Donc ici, il s'agit de la cinétique d'infestation des aubergines et des plantes banques par les pucerons. On ne va pas rentrer dans le détail aujourd'hui de ces figures. Vous avez les figures qui sont tracées ici pour 2017, 2018 et 2019. Ce qui est intéressant, ce n'est pas le détail des figures, mais c'est les paramètres qu'on extrait de ces figures. Vous avez ici un paramètre qui est par exemple la fréquence des aubergines fortement infestées au pic d'infestation primaire. Donc on relève cette valeur-là. On a un autre exemple de paramètre, c'est la fréquence d'aubergines fortement infestées au pic d'infestation secondaire, par exemple. Un autre type de paramètre que l'on a extrait de ces figures, c'est par exemple la durée de l'infestation primaire, ou encore un indice d'infestation primaire qui consiste à multiplier la durée d'infestation par le pic d'infestation. Voilà, donc vous voyez que c'est dans notre démarche pas les figures en tant que telles qui nous intéressent, mais bien les paramètres que l'on extrait de ces figures. Et tous les paramètres que l'on extrait de ces figures, on les regroupe dans un tableau des paramètres pour chacune des années d'études et pour chaque tunnel d'études. Donc vous remarquez que ça fait des tableaux assez énormes. Ici, on a une liste de 51 paramètres. Et à partir de ce tableau, on calcule des indicateurs que l'on regroupe dans un autre tableau qui est le tableau des indicateurs. Et c'est ces indicateurs-là que l'on va interpréter pour conclure quant à l'efficacité de notre stratégie. Donc là encore, je ne rentre pas dans le détail de ce tableau-là, je vais passer directement aux résultats marquants que l'on peut lire en fait dans ces tableaux. Et comment on peut expliquer ces résultats. Donc en 2017 et 2018, on avait des plans de banque qui étaient le blé et l'asclépia, et quand on compare les tunnels aménagés aux tunnels témoins, quand on regarde ce tableau des paramètres et ce tableau des indicateurs, on se rend compte que l'infestation primaire des plantes par les pucerons n'a pas été gérée, n'a pas été mieux gérée dans les tunnels aménagés que dans les tunnels témoins, et donc en 2017 comme en 2018, la stratégie que nous avons mise en place a abouti à un échec, elle n'a pas fonctionné. Quand on regarde dans le détail le tableau des indicateurs, on se rend compte que les prédateurs sont intervenus très tardivement sur les aubergines suite à l'arrivée des premiers pucerons sur les aubergines. On remarque que les plantes banques n'ont pas été infestées précocement, et en 2018, en plus de ça, l'infestation des plantes banques par les pucerons était très faible. Donc en fait, en 2017 comme en 2018, on peut considérer que les plantes banques étaient totalement inactives et que leur présence n'a absolument rien changé. En 2017, on constate que l'infestation primaire des plantes par les pucerons était légèrement plus faible dans un des deux tunnels aménagés. C'était le tunnel A1 par rapport au tunnel A2. Vous voyez ici entouré en bleu le pic d'infestation primaire. Vous avez en trait plein le niveau d'infestation dans le tunnel A2 et en trait pointillé le niveau d'infestation dans le tunnel A1, avec dans le tunnel A2 un indice d'infestation de 450 et il n'est que de 315 dans le tunnel A1.
Donc on a une infestation plus faible dans A1 que dans A2. Et quand on regarde le tableau des indicateurs, on se rend compte que la vitesse d'accroissement des populations de prédateurs sur les plans de banque était plus lente dans le tunnel A2 que dans le tunnel A1, et que l'activité totale des prédateurs était plus faible. Ça veut dire que plus les populations de prédateurs augmentent vite et plus l'activité est forte, plus on arrive à limiter le niveau d'infestation. En 2017, on a observé un pic d'infestation secondaire dans le tunnel A1, et là, on n'a pas réussi à expliquer ce qui s'était passé. Peut-être qu'il s'agit là de facteurs agronomiques, le niveau de fertilisation azotée par exemple, ou des facteurs climatiques comme la température qui ont pu être différents entre les deux tunnels. En 2018, on a eu une infestation primaire qui était plus précoce dans les tunnels aménagés que dans les tunnels témoins. On a eu les premiers pucerons qui se sont installés en semaine 18 dans le tunnel aménagé, alors que dans le tunnel témoin numéro 1, ils ne sont arrivés qu'en semaine 20, et dans le tunnel témoin numéro 2, ils sont arrivés en semaine 24. Quand on regarde le tableau des indicateurs, on se rend compte que le puceron majoritaire dans les tunnels aménagés, c'est Macrosiphum euphorbiae, alors que le puceron majoritaire dans les tunnels témoins était en même temps Apis gossypii. Donc on n'avait pas les deux mêmes espèces de pucerons dans les tunnels aménagés et témoins, et on pense que Macrosiphum euphorbiae ait été favorisé dans les tunnels aménagés par la présence de sarrasins, qui est une hypothèse qui reste à vérifier, et il est très probable que le sarrasin en fait représente un danger. Pourquoi? Parce que c'est une plante de service sur laquelle on a retrouvé du Macrosiphum en masse. Et ce, de façon très précoce. Toujours en 2017 et 2018, quand on compare les tunnels témoins numéro 1 et numéro 2, on constate qu'il existe une différence au niveau de l'infestation primaire des plantes par les pucerons, alors que normalement, en fait, il ne devrait pas y avoir de différence entre les deux tunnels témoins. Or, ici, il y a une infestation beaucoup plus faible dans les tunnels témoins T1 que dans le tunnel témoin T2, avec un indice d'infestation qui est de 65 dans le T1 contre 637 dans le tunnel T2. Et 637, c'est vraiment énorme. C'est une infestation qui s'étale sur une durée relativement longue, avec un pic d'infestation de 100%. Donc on a cherché à savoir quel était le facteur qui pouvait expliquer cette différence d'infestation entre les deux tunnels témoins. Et quand on regarde les indicateurs de plus près, on se rend compte que dans le tunnel T1, là où il y a l'infestation beaucoup plus faible, les prédateurs sont intervenus beaucoup plus rapidement pour réguler les populations de pucerons. Et on constate aussi que la teneur en nitrate dans le feuillage des aubergines qui étaient dans le tunnel T1 était beaucoup plus faible que la teneur en nitrate dans le feuillage des plantes qui étaient dans le tunnel T2. Et ça pourrait expliquer vraiment la différence d'infestation, parce qu'on sait que la teneur en nitrate dans le feuillage peut influencer les populations de pucerons, et donc moins on a d'azote dans le feuillage, enfin moins on a de nitrate dans le feuillage, moins on a de pucerons, et donc ça pourrait vouloir dire que les populations de pucerons sont plus faciles à réguler pour les ennemis naturels. Et puis aussi, on a émis l'hypothèse que la teneur en nitrate dans le feuillage des plantes peut changer la réponse fonctionnelle des prédateurs de pucerons et aboutir à une régulation plus efficace quand il y a peu de nitrate. Vous avez ici, sur la diapo, un graphique qui vous montre le niveau d'infestation de laitue en fonction de la teneur en nitrate dans le feuillage des plantes. La teneur en nitrate est en abscisse, le niveau d'infestation des plantes par les pucerons est en ordonnée, et vous voyez que plus on augmente la teneur en nitrate dans le feuillage des laitues, plus on augmente le niveau d'infestation des plantes. Et vous avez ici un graphique qui vous montre ce qu'est une réponse fonctionnelle de prédateurs par rapport à des pucerons. Elle peut être de trois types, cette réponse fonctionnelle, type 1, type 2 et type 3. La réponse fonctionnelle de type 1, c'est en fait une réponse où vous augmentez le nombre de pucerons disponibles, qui est représenté ici en abscisse, et bien vous augmentez automatiquement le nombre de pucerons consommés, qui est représenté ici en ordonnée. Et donc la réponse fonctionnelle de type 1 est une relation linéaire. Il y a autant de pucerons consommés que de pucerons disponibles. La réponse fonctionnelle de type 2, elle, prend en compte un phénomène de satiété. Au début, plus j'augmente le nombre de proies disponibles, plus j'augmente par conséquent le nombre de proies consommées, et au bout d'un certain temps, j'ai beau augmenter le nombre de proies disponibles, je n'augmente plus le nombre de proies consommées parce qu'il y a un phénomène de satiété qui s'installe. Et la réponse fonctionnelle de type 3, c'est comme la réponse fonctionnelle de type 2, mais il y a un phénomène de latence au départ qui est dû à un intérêt modéré
des prédateurs pour leur proie. Donc vous avez ces 3 réponses fonctionnelles, et l'hypothèse que l'on fait, c'est que le niveau d'azote peut faire passer un prédateur d'un type de réponse fonctionnelle à un autre pour un même nombre de proies disponibles. Ici, admettons, vous avez 50 pucerons disponibles, avec une teneur en azote N1, vous avez une coccinelle qui va adopter une réponse fonctionnelle de type 1, donc la réponse fonctionnelle la plus efficace. Vous augmentez maintenant la dose d'azote dans le feuillage des plantes, la dose de nitrate, avec une dose N2, et là vous faites passer la coccinelle pour un même nombre de pucerons d'un type de réponse fonctionnelle 1 à un type de réponse fonctionnelle 2. Et donc, pour un même nombre de proies disponibles, le nombre de proies consommées est plus faible. Et si j'augmente encore la dose jusqu'à une dose de nitrate N3, je peux faire passer la coccinelle à un type de réponse fonctionnelle 3, où là, le nombre de proies consommées est très faible par rapport au nombre de proies disponibles. Ça, c'est une hypothèse qui sort du projet Reguleg et qu'on voudrait tester à l'avenir. Vous voyez ici un graphique qui est tiré de la bibliographie et qui montre, par exemple, pour le cas des chrysopes, que plus vous augmentez la dose de nitrate dans le feuillage des plantes, ici en abscisse, eh bien, plus vous diminuez le nombre de pucerons consommés par les chrysopes, ici en ordonnée. Donc, il y a des éléments dans la bibliographie qui permettent de valider déjà a priori cette hypothèse. Et pour finir, en 2019, c'est là qu'on a eu quelques bonnes nouvelles. Donc les plans de banque déjà ont changé. En 2019, on était avec de la tanésie, de l'ortie et de l'achillée millefeuille, on n'était plus avec l'asclépia ou le blé. Et on se rend compte qu'en 2019, l'infestation primaire des plantes par les pucerons a été mieux gérée dans les tunnels aménagés que dans les tunnels témoins. Et donc dans ce cas-là, on a eu vraiment un succès de la stratégie. Vous voyez sur les graphiques en bas, à gauche, c'est ce qui se passe dans les tunnels témoins. Vous avez entouré en bleu les pics d'infestation. Donc vous voyez qu'on monte à des niveaux d'infestation de 70%, avec des indices d'infestation de 196 et 228 pour les tunnels T1 et T2, alors qu'à droite, dans les tunnels aménagés, vous avez des tout petits pics d'infestation avec des indices d'infestation de 6 et 46. Donc on a bien réussi en 2019 à réguler les populations de pucerons au moment de la période d'infestation primaire. Quand on regarde les indicateurs, on se rend compte que les prédateurs sont intervenus très rapidement dans les tunnels aménagés par rapport aux tunnels témoins. On se rend compte que les plants de banque ont été infestés par les proies de substitution de façon très précoce et que, en plus de ça, les plants de banque ont été infestés par les pucerons de façon très très forte. Donc en 2019, nous avons eu des plants de banque que l'on peut considérer comme vraiment actifs, contrairement aux 2 années précédentes. Ce que l'on constate aussi, c'est qu'il y a aussi une infestation secondaire en 2019. Et là, pour le coup, elle n'a pas été mieux gérée dans les tunnels aménagés que dans les tunnels témoins. Vous voyez ici, entouré en bleu, à gauche, les tunnels témoins. Vous avez un des 2 tunnels témoins, le tunnel T1, où le niveau d'infestation est très faible, avec un pourcentage de plantes fortement infestées qui ne dépasse pas 10%, et un indice d'infestation de 23. Vous avez le tunnel T2, où là, on a des niveaux d'infestation qui peuvent monter jusqu'à 50%, et puis un indice d'infestation de 118. Donc on a une vraie différence entre le tunnel témoin 1 et le tunnel témoin 2. Et quand vous regardez le graphique de droite, ce qui se passe dans les tunnels aménagés est aussi différent de ce qu'on avait observé pendant la première période d'infestation, parce que là, on a des infestations très fortes, et qui varient aussi entre le tunnel A1 et A2. Donc on a essayé de comprendre pourquoi. En fait, on avait une forte variabilité d'infestation entre nos tunnels. On constate d'abord que les tunnels A1 et T2 sont équivalents en termes de niveau d'infestation, avec des niveaux d'infestation qui sont forts. Et dans ces cas-là, en fait, on a des plans de banque actives dans le tunnel A1 comme dans le tunnel T2. Et on considère qu'on avait des plantes actives dans le tunnel T2 parce que les aubergines qui ont été infestées dans ce tunnel-là pendant la première période d'infestation, peuvent servir de plan de banque pour elles-mêmes au moment de la deuxième période d'infestation. Et dans les 2 cas, on peut considérer qu'on avait des infestations des plants de banque très précoces et très fortes. Et pourtant, ça n'a pas marché. Alors on est allé regarder ce qui se passait au niveau de la teneur en nitrate dans le feuillage des plantes, et on s'est rendu compte que dans le tunnel A1 comme dans le tunnel T2, la teneur en nitrate dans le feuillage des plantes était élevée et éloignée de la zone de confort. Et dans ces conditions-là,
quand on est éloigné de la zone de confort, en termes de teneur en nitrate dans le feuillage des plantes, eh bien, la stratégie ne fonctionne pas. On constate que dans le tunnel A2, on a un très fort niveau d'infestation, avec un indice d'infestation de 306, et dans ce tunnel-là, on constate que les plantes banques en fait, sont inactives. Elles ont été infestées de façon très précoce, certes, mais les populations de prédateurs ont arrêté de se développer sur les plantes banques après la première période d'infestation. Et pendant la seconde période d'infestation, nous n'avions quasiment plus de prédateurs sur les plantes banques. Donc on considère qu'à ce moment-là, les plantes banques n'étaient plus actives. Et quand on regarde ce qui se passe au niveau de la teneur en nitrate dans le feuillage des plantes, et bien dans ce tunnel-là, le niveau est élevé et très éloigné de la zone de confort. Donc dans ces conditions où les plantes banques sont inactives et où en plus on a une teneur en nitrate dans le feuillage des plantes tellement forte qu'on est très éloigné de la zone de confort, à ce moment-là, la stratégie de protection n'est plus efficace. Et enfin, dans le tunnel A1, le tunnel témoin, dans le tunnel témoin T1, où on a un indice d'infestation très faible, puisqu'il est de 23, eh bien, on constate que, on a des plantes banques actives, puisque les aubergines, en fait, infestées pendant la première période d'infestation, servent de plantes banques à elles-mêmes pendant la deuxième période d'infestation. Et dans ce tunnel, la teneur en nitrate dans le feuillage des plantes est faible et très proche de la zone de confort. Donc dans ces conditions-là, eh bien, la stratégie, les ennemis naturels de pucerons ont pu réguler les populations de pucerons. Voilà pour ce qui concerne les résultats, et je conclurai avec quelques diapos très rapides sur les hypothèses en fait, qui pourraient expliquer la réussite ou l'échec des stratégies. Le premier graphique que je voudrais vous montrer ici, c'est la corrélation entre l'indice d'infestation que vous avez ici en abscisse et l'activité totale des prédateurs, et vous voyez que plus j'augmente l'indice d'infestation, plus j'augmente l'activité totale des prédateurs. Et ça c'est logique, plus vous avez de pucerons, plus vous attirez des coccinelles en réalité. Donc ça c'est un indicateur qui est intéressant mais qui n'explique pas du tout la réussite ou l'échec de la stratégie. Ce n'est pas un facteur de réussite ce critère-là, mais plutôt une conséquence. Donc ce n'est pas ce genre d'indicateur qu'il faudra regarder si on veut juger de la réussite de notre stratégie. Par contre, il y a deux autres indicateurs qui sont très intéressants. C'est d'abord l'indice de nutrition azotée que vous avez ici en abscisse. Et l'indice de nutrition azotée, c'est la différence entre la teneur en nitrate du feuillage des plantes qui est mesurée sur le terrain et la teneur en nitrate critique, c'est-à-dire juste celle qu'il faut pour que les plantes grandissent sans être en surconsommation d'azote. Et vous voyez ici que la corrélation entre l'indice de nutrition azotée et l'indice d'infestation, elle est plutôt bonne et plutôt linéaire, ce qui veut bien dire que plus vous augmentez en fait la teneur en nitrate dans le feuillage des plantes, plus vous augmentez le niveau d'infestation. Et le dernier indicateur qui est intéressant à regarder pour savoir si on va vers l'échec ou la réussite de la stratégie, c'est ce que j'appelle l'indice de précocité, que vous avez ici en abscisse, c'est-à-dire l'écart, en fait, le délai entre l'arrivée des premiers pucerons sur les aubergines et l'arrivée des premiers pucerons sur les plantes banques. Vous voyez ici que plus j'augmente l'indice de précocité, c'est-à-dire plus j'augmente ce délai, en fait, eh bien, plus je diminue le niveau d'infestation. En conclusion, on a calculé ici un indice de réussite qui prend en compte à la fois l'indice de nutrition azotée et l'indice de précocité. Et vous voyez qu'il y a une relation linéaire plutôt bonne entre cet indice de réussite et le niveau d'infestation. Donc, en tant que producteur, ce qu'il va falloir faire à partir de ces résultats-là, c'est maintenir en fait, si on veut maintenir l'indice d'infestation sous un indice d'infestation critique, que j'ai mis ici en ligne pointillée, qui est fixé chez nous à 200, eh bien il va falloir que cet indice de réussite soit inférieur à 450. Et que faire pour que cet indice de réussite soit inférieur à 450? Eh bien il va falloir gérer à la fois l'indice de nutrition azotée que vous avez ici sur la colonne de gauche, c'est ce qu'on appelle IN, et l'indice de précocité que vous avez ici, c'est la lecture en ligne. En fait, il faut trouver la bonne combinaison entre cet indice de nutrition azotée et cet indice de précocité pour maintenir l'indice de réussite en dessous 450. Donc là, sur cette abac, en fait, vous avez toutes les combinaisons possibles des deux indicateurs qui vous permettent de maintenir cet indice de réussite sous le seuil fatidique de 450. Donc plus vous êtes dans le vert ici,
mieux vous allez gérer les populations de pucerons sur vos aubergines. Le jaune, c'est encore très bien. Orange, vous êtes borderline. Et rouge, c'est des combinaisons indice de nutrition et indice de précocité qui ne vous permettront pas d'atteindre votre objectif d'infestation minimal. Donc en termes de conclusion et perspective, nous allons appliquer cette démarche de travail aux autres cultures travaillées dans le projet Régulec, qui sont la laitue et la fraise. Et nous allons aussi continuer à travailler ces facteurs de réussite dans un projet qui s'appelle Efficace et que nous avons déposé au CASDAR cette année, en espérant que ce projet sera lauréat au mois de juillet. Et ce projet a pour objectif donc d'identifier ces facteurs de réussite dans le cadre d'une mise en œuvre de stratégies de lutte biologique par conservation, de savoir quels sont les paramètres clés, les seuils critiques également, les moments clés auxquels nous devons atteindre ces seuils critiques, et surtout un projet où on va travailler sur tout ce qui est pilotage de la stratégie, avec notamment un corpus de règles de décision que le producteur pourra utiliser pour piloter sa stratégie de façon à ce qu'elle soit vraiment efficace. Je vous remercie pour votre attention. On va faire un petit temps de questions. Donc, merci Sébastien pour cette présentation super claire. Pour le chat, n'hésitez pas à poser vos questions à Sébastien pour voir la petite icône de chat. Pour ceux qui auraient des petits soucis, n'hésitez pas à sortir du plein écran. Enfin, il faut sortir du plein écran et faire un contrôle F5. Et elle apparaît normalement en bas à droite, la petite icône. Déjà peut-être une première question à Sébastien. Est-ce que, donc vous l'avez dit là sur la suite du projet, vous allez faire sur d'autres cultures que l'aubergine. Est-ce qu'il y a d'autres ravageurs aussi autres que le puceron qui vont être étudiés à l'avenir? À l'avenir, donc le projet Efficace, lui, va toujours concerner les pucerons. Alors dans le projet Régulec, il y a les trips dont on parlera un petit peu tout à l'heure qui ont été étudiés mais à minima. Dans le projet Efficace, on travaillera vraiment que sur les pucerons et à terme, l'idée c'est d'aller en fait travailler sur tout ce qui est piqueur-suceur d'une façon générale. Donc on irait peut-être développer tout ça sur la problématique trips. Et après, c'est sûr que si c'est des démarches de travail qui donnent satisfaction, on peut élargir à d'autres problématiques comme celle des mouches mineuses en culture de poireaux, mouches de la carotte en culture de céleri, de carotte, de persil. Mais voilà, là c'est vraiment des autres biologies, je ne suis pas sûr que ces stratégies-là fonctionnent en fait. Tu as présenté donc la petite grille de risque là, enfin de clé de réussite de la stratégie de la mise en place de ces plantes de service. Est-ce que cette grille là, donc à l'issue du projet là, elle peut être là diffusée maintenant, enfin elle est tout de suite applicable, ou vous avez encore besoin d'un peu creuser avant de la mettre, on va dire, en service auprès des agriculteurs et des conseillers? C'est clair qu'elle n'est pas validée. Elle apparaîtra dans ce compte-rendu qui est ici affiché sur la diapo. N'importe qui demande le compte-rendu, qui le lit, aura à disposition cette ABAC en fait, cette grille. Mais aujourd'hui, il s'agit vraiment d'une grille théorique à partir des données qu'on a récupérées dans le projet Régulec. Aujourd'hui, moi je ne peux pas dire que c'est une grille validée, ça n'a jamais été testé sur le terrain. Par contre, le projet Efficace aura pour objectif en partie de valider cette grille sur le terrain. Donc je dirais aujourd'hui, celui qui veut l'utiliser, l'utilise, et puis il fait peut-être ses tests chez lui, mais elle n'est pas validée aujourd'hui, ça c'est clair. D'accord. Je te remercie. Pas d'autres questions, n'hésitez pas, on pourra reprendre en fin de webinaire, s'il y a des questions qui vous viennent en cours de route pour Sébastien, on pourra les traiter un peu plus tard. Donc on va laisser la place à Maxime Chevalier pour la suite. Bonjour, donc Maxime Chevalier, conseiller j'ai déjà été présenté tout à l'heure mais rapidement, donc conseiller en maraîchage en Vendée, animateur d'un groupe défi en Vendée. Donc une petite douzaine de maraîchers sur la zone qui sont très impliqués. Donc nous on s'est impliqués dans le projet pour mettre en place chez les producteurs les dispositifs vus avec Sébastien, mais d'une façon qui est plus appropriée, on va dire, à ce qui était en passe d'accepter les producteurs,
c'est-à-dire qu'on a aménagé uniquement les zones sous les chéneaux. Donc nous avons mis en place les plans de banque et les plans de ressources, donc ça vous a déjà été présenté, donc on va passer. Et donc nous avons cherché à évaluer également donc, ce qui a été vu tout à l'heure. Donc nous on était plus placé d'un point de vue objectif producteur avec une efficacité du dispositif, vraiment comprendre le mécanisme, d'évaluer différentes plantes de service et d'avoir une idée des coûts de mise en place des dispositifs pour les producteurs. Donc tout d'abord, je vais vous présenter une série de photos pour vous montrer un petit peu ce que ça peut donner sur une implantation en production. Donc là, vous voyez des chéneaux qui ont été aménagés. Donc là, en premier plan, vous voyez de la tanésie au démarrage, on va dire. Voici de la tanésie en cours de saison. Donc c'est quelque chose d'assez haut qui a nécessité un palissage pour permettre on va dire aux ouvriers de passer pour récolter les différentes cultures. Dans le même genre, là, vous avez la tanésie qui était en suivant avec de la coriandre. Donc, vous voyez les enchaînements de plantes de service le long des chéneaux. Vous voyez ici donc les différents produits en fleurs. Là, vous voyez la présence d'auxiliaires, hein, toujours sur ces plantes de service. Donc, vous voyez qu'à chaque feuille, quasiment, on avait une coccinelle. Donc, de façon générale, on a eu d'assez bonnes colonisations. Donc les blés qui étaient donc semés justement sur la partie février, donc de blé ou de l'orge, nous en Vendée, on utilise les deux. On a eu des infestations donc, par des pucerons spécifiques de façon systématique sur les essais. On a eu plutôt des problèmes de quantité au fur et à mesure, mais ça on reviendra tout à l'heure. Donc là, vous avez Aphis paddy, là vous avez donc l'Asclepia avec son puceron spécifique qui est Aphis nerei. Voilà, donc globalement, on a eu d'assez bonnes infestations sur les plants de banque. Vous voyez un petit peu ce qu'on a pu observer. Alors ce que je vous propose, c'est de voir un petit peu ce qui s'est passé sur ces 3 ans d'essai chez ces producteurs. Donc vous avez ici schématisé donc, une saison chez un producteur en aubergine, avec un tunnel aménagé avec les plantes de service sous les chéneaux et un tunnel témoin où il n'y a pas de plantes de service aménagées. Donc après, les aubergines vont prendre des couleurs plus ou moins foncées selon l'infestation de pucerons et le temps qui passe. Vous voyez que dès la semaine 21, on attaque avec une infestation très forte chez ce producteur. Donc il faut savoir que justement tout à l'heure Sébastien parlait d'indice d'azote, donc on est dans le cas d'un producteur bio, donc avec une fertilisation bio et une minéralisation forte en début de saison, donc effectivement on a des concentrations importantes en azote en début de saison. On voit donc justement que dans le tunnel témoin on a une situation qui s'améliore alors que ça reste plutôt grave on va dire dans le tunnel aménagé. Puis la situation s'inverse, donc avec des auxiliaires qui deviennent de façon très très importante dans le tunnel aménagé, alors que ça s'aggrave très fortement dans le tunnel témoin. Donc là, on a eu quelques pertes en production dans le tunnel témoin, mais pas dans le tunnel aménagé. Semaine 27, on a un équilibre des deux côtés, et à la fin, donc, on finit avec 2 tunnels qui sont relativement propres. Donc on a eu une infestation dans le temps, donc on parlait d'indice d'infestation tout à l'heure avec Sébastien, qui était moins forte dans le tunnel aménagé, avec des plantes de service qui avaient marché cette année-là, ces producteurs, et où il avait atteint les objectifs qui s'étaient fixés. Cependant, on a tout de même gardé une pression assez forte de pucerons dans ce tunnel aménagé, avec quand même une situation où on avait une présence de pucerons. Donc sur un autre producteur, cette même année, donc, on a eu des aubergines, donc on a eu des plantes de service efficaces, c'est-à-dire avec des auxiliaires présents très tôt, des pucerons très très tôt, donc on avait plus de 3 semaines. Donc les plantes de service étaient présentes. On a eu des infestations de pucerons qui commençaient à arriver, mais malheureusement donc, des doryphores sont venus et ont nécessité un traitement de par leur quantité. Et donc il y a eu un nettoyage total de l'essai où il ne s'est plus rien passé derrière. Aussi bien sur les aubergines que les plantes de service. Donc un petit peu difficile à conclure, mais les mêmes observations donc, de pucerons spécifiques et d'auxiliaires sur les 2 sites, donc on était plutôt content de ce point de vue-là. Donc l'année suivante, 2019, donc on revient chez notre producteur bio. Donc on a légèrement changé les plantes de service pour correspondre par rapport à ce qu'on avait vu en année 1. Donc là, on s'était dit, bon, ça a bien marché la première année,
Le producteur a voulu faire un lâcher d'auxiliaires sur la zone témoin. On s'est dit on a beaucoup d'auxiliaires sur la zone avec les plantes de service naturellement, donc on n'a peut-être pas besoin de faire de lâcher d'auxiliaires en plus. Donc on n'a pas mis la stratégie en place sur la zone aménagée. Et donc là, ce qui s'est passé, c'est qu'en fait on a eu une infestation synchrone des deux sites, quasiment à la plantation, hein, la semaine d'après quasiment. Et en fait on a eu une situation qui s'est empirée sur les deux sites progressivement, et en fait les lâchers ont permis de contenir sur la partie témoin l'infestation, alors que sur la partie aménagée on a quand même eu les auxiliaires qui ont été là, mais ils ont mis plus de temps au final à maîtriser l'infestation. Donc voilà, donc on s'est rendu compte que vraiment les lâchers étaient vraiment intéressants dans le contrôle, et que les plantes de service cette année-là n'ont pas été suffisants. Alors l'hypothèse sur cette année, c'était que en fait on a eu pas suffisamment de temps entre l'arrivée des pucerons sur les plantes de service et l'arrivée des pucerons sur la culture. Parce qu'on a eu une arrivée de pucerons sur la culture au moment de la plantation, voire avec les plants, et alors que du coup les plantes de service avaient reçu les pucerons à peine 1 à 2 semaines avant. Donc il n'y a pas eu assez de temps pour que les auxiliaires puissent se multiplier sur les plantes de service. Du coup, les lâchers ont été au final plus efficaces que les multiplications sur les plantes de service qui ont demandé un peu plus de temps. Donc en 2019, donc chez le producteur, donc lui qui est par contre sur un conventionnel, donc là il n'y avait pas du tout de lâcher chez cet exploitant-là. Donc on a eu une infestation qui a été synchrone à peu près des deux côtés, et on n'a pas eu de conséquences particulières des infestations sur les cultures, que ce soit dans la zone aménagée ou dans la zone témoin. Donc les niveaux d'azote là étaient au niveau du Pilazzo, donc on va dire dans les moyennes. Donc les infestations se sont gérées toutes seules, il n'y a rien eu à faire de particulier. On n'a pas pu avoir de conclusion particulière cette année. En 2020, donc là on a fait un suivi beaucoup plus poussé. Donc on est parti sur des plantes de service encore différentes. Donc là on était sur du souci, de la coriandre, de l'aquilée, de la tanisie et du blé. Voilà, donc chez notre producteur bio. Donc cette fois-ci on a changé un peu la stratégie. On s'est dit qu'il fallait au contraire maximiser les plantes de service. Donc ce qu'on a fait, c'est que dès que les pucerons sont arrivés sur les plantes de banque, dès qu'ils se sont suffisamment multipliés, on a fait un lâcher d'auxiliaires sur les plantes de service. Donc on a pris à peu près tout ce qu'il y avait en vente chez les fournisseurs. Donc on a mis de la coccinelle, de la chrysope, des parasitoïdes et des cirques. Non, pas des cirques, sauf des cirques. Voilà. Donc, et bien entendu des macrolophus. Donc voilà. Donc on a fait ce lâcher. Après, donc, alors c'est une année où il n'y a pas eu de gel. Donc encore une fois, on a eu les pucerons le jour de la plantation quasiment. Ils sont passés d'une planche à l'autre. Heureusement, on avait bien anticipé, on va dire, la plantation des plantes de service. Donc ça faisait déjà plus d'1 mois qu'il y avait des pucerons sur les plantes de service. Donc ça, c'était bon. Donc on a eu cette fois-ci effectivement un tunnel témoin qui s'est trop infesté, alors que le tunnel aménagé avec les auxiliaires arrivait à se réguler. Donc le producteur, pour ne pas perdre sa production, hein, on a des classes là où on est à la limite de plan flétri, a dû faire des traitements. Donc par contre il n'a traité que la zone témoin, c'était la seule qui en avait besoin. Donc on a eu un assainissement de la situation et rapidement également une maîtrise de la situation sur la zone aménagée. Donc il y a eu un léger empirement sur la fameuse deuxième pic d'infestation, mais qui a duré très peu de temps vu la quantité d'auxiliaires qu'il y avait et sans perte de rendement. Donc là-dessus on a été content. Le producteur était content parce que la situation s'est régulée toute seule sur la zone aménagée, l'objectif a été atteint et il a pu faire une économie phytosanitaire sur cette partie aménagée. Donc sur le deuxième site, on va aller très vite. C'était des poivrons, on a fait le même dispositif et grosso modo, il ne s'est rien passé de particulier. Voilà, l'infestation a été assez faible et n'a jamais posé de problème à la culture. Donc il est difficile de conclure. Donc on ne va pas rester sur de nombreux graphes parce qu'il y en a plus d'une centaine sur ce projet. Donc je vais vous en présenter juste un ou deux.
Donc là, vous voyez donc les différentes, on va dire, nombres d'auxiliaires des différentes familles directement sur les aubergines, à gauche sur la partie aménagée et à droite sur la partie témoin. Et la courbe représente un nombre d'infestations des aubergines par les pucerons. Donc, plus la courbe est élevée, plus il y a de pucerons. Donc là, vous voyez la réponse des auxiliaires à la présence de pucerons. Donc tout en vous rappelant que ici, la chute de pucerons sur la partie témoin est due à ce fameux traitement qu'il y a eu sur la partie témoin. Donc avec un produit phytosanitaire appliqué en 2 temps, en bio. Donc la première chose à voir, c'est que globalement, sur les parties aménagées, quels que soient les dispositifs, on a plutôt une arrivée des différents auxiliaires et surtout on a une variété d'auxiliaires disponibles beaucoup plus tôt en saison. Ensuite, on a donc un très grand nombre d'auxiliaires qui sont présents. Sur le deuxième pic, ils répondent bien à l'évolution d'infestation des pucerons. Par contre, sur le premier, la réaction est beaucoup plus lente. Mais elle est quand même suffisante pour réguler les différentes populations. La deuxième chose qu'on voit, c'est qu'une grosse partie de la régulation du deuxième pic se fait notamment par tout ce qui va être coccinelle. On voit un petit peu de cécidomie, mais qui reste assez marginal, on va dire. Et donc on voit ensuite le cortège d'auxiliaires qui arrivent. On voit notamment souvent sur les exploitations que c'est à l'arrivée donc de tout ce qui va être Anthocoridae et notamment des larves de cirf aussi qui sont extrêmement efficaces sur le nettoyage dans ces cultures-là, sur ces créneaux de culture. Alors, mais que s'est-il passé donc sur les plantes de service pendant ces phases-là? Donc c'est ce qu'on voit ici. Alors là, c'est les pucerons et les prédateurs, donc sur les plantes de service. Donc là, vous avez donc toutes les plantes de service mises ensemble. Donc on voit qu'on a donc déjà très tôt la présence de myrides, donc les myrides étant ici les macrolophus, donc qui se multiplient, qui sont présents et qui sont disponibles. On voit également qu'on a réussi dès la semaine 16 à avoir une présence de coccinelles. Donc c'est vraiment quelque chose qui change par rapport à des tunnels témoins, c'est-à-dire que très tôt en saison, on arrive à avoir une forte diversité d'auxiliaires présents dans les abris avant l'arrivée des pucerons. Donc c'était un petit peu l'objectif. Après, voilà, les quantités restent faibles malgré la présence de pucerons. Donc on voit qu'il faut bien 2 semaines avant qu'il y ait vraiment une réactivité au niveau de ces populations d'auxiliaires. Alors après, ce qui nous intéressait, nous, c'était donc, et là on voit notamment les Anthocoridae qui arrivent assez tard. Souvent elles arrivent vers les coups de chaleur et quand notamment les plantes rentrent en floraison. Mais elles attendent vraiment la chaleur avant d'arriver, même si on avait des floraisons précoces sur certaines fleurs. Ce qu'il y a également à noter, c'est donc les différents auxiliaires. Donc je vous ai dit tout à l'heure qu'on avait lâché différentes familles. Donc en l'occurrence c'était Aphis bipunctata. On ne l'a jamais revu. Donc les coccinelles vues sont uniquement les coccinelles indigènes, avec un enchaînement des différentes coccinelles naturelles qu'on voit. Donc là elles sont toutes ensemble, mais en fait ce ne sont pas les mêmes familles en même temps sur les différentes espèces. On a vraiment un enchaînement des cortèges des différentes espèces. Ensuite sur les chrysopes, elles sont également parties, donc on ne les a jamais revues. Elles ont nettoyé notamment les pucerons en blé qu'elles ont bien aimé. Et puis elles sont parties, alors en l'occurrence sur un des sites elles sont parties dans une culture de maïs qui n'y avait pas loin. On les a retrouvées dans les feuilles de maïs en les dépiotant, mais pas dans les plantes de service. Et voilà, donc ça c'est ça. Et les cirfs, les cirfs aujourd'hui on note principalement les adultes. Et on reviendra dessus, mais il est difficile de les noter. Donc là-dessus, on travaillera sur des nouvelles méthodes de notation pour l'année prochaine. Ensuite, ce qui est intéressant à voir, c'est que donc, les résultats sont différents par plante de service. Donc ce qui est intéressant, c'est de caractériser les plantes de service par rapport à leurs utilités. Donc en fait, vous avez le même graphique que précédemment, mais pour étudier vraiment l'impact de chaque plante. Et là, on voit que les plantes de service ne sont pas toutes logées à la même enseigne selon les auxiliaires. Donc, pour vous le représenter encore une fois, vous avez ici l'infestation par les pucerons sur la plante de service, tous les pucerons étant mélangés, c'est-à-dire que des fois on a des pucerons spécifiques, mais des fois on a des pucerons qui ne sont pas spécifiques. Et vous avez ici les réponses des différentes classes d'auxiliaires présents.
Ce qui est intéressant à voir, c'est qu'il y a des pucerons, des auxiliaires qu'on ne sait pas aujourd'hui très très bien évaluer, notamment les forficules, qui ont été très très fortement privilégiés par l'aménagement, qu'on retrouvait bien dans les plantes de service et dans les aubergines, et dont on ne sait pas aujourd'hui vraiment évaluer l'impact dans le dispositif, de même pour les araignées. Voilà. Donc on sait qu'elles consomment, on les a vues consommer notamment certains ravageurs, mais il est difficile aujourd'hui d'avoir une idée de l'impact que peut avoir ce genre d'équilibre. Donc on voit tout de suite qu'il y a donc des prédominances sur certains attraits. On voit par exemple que le souci est vraiment très très intéressant sur le Macrolophus. Donc on le savait déjà avec donc les essais, des essais macro plus du grabe et autres. Donc là on le retrouve bien. Donc là, pour donner une idée, on est à peu près à 8 doses de lâcher. Grosso modo, sur un tunnel, ça représente à peu près 500 € de Macrolophus présent. Voilà. Donc qui sont là, qui sont installés durablement sur la saison. Donc ça c'est bien parce que sur certaines exploitations, c'est des auxiliaires qui sont difficiles à installer. De même, sur l'Asclepia, on voit qu'il a un vrai intérêt pour les coccinelles. Cependant, c'est important de le coupler avec le blier, parce que quels que soient les essais, en fait, les coccinelles arrivent tard en saison, de par l'arrivée tardive en fait, des pucerons spécifiques. Voilà. Donc le blé étant une des espèces où on arrive à avoir le puceron le plus tôt avec les soucis, dans les différents dispositifs. Donc c'est vrai que du coup c'est très important de bien sélectionner un ensemble de plantes et de voir dans la durée, on va dire l'enchaînement des auxiliaires sur la saison. Et on voit donc que on retrouve les cirfes dans un certain nombre de plantes, tout ce qui va être coriandre, souci, éthanésie, en fonction des stades de développement et de l'apparition ou non des fleurs. On le retrouve énormément, notamment dans les coriandres, notamment tout ce qui va être trace de passage, qui est un petit déchet noir que l'on retrouve sur les feuilles au niveau larvaire. Donc du coup il y a eu une synthèse qui a été faite avec un ensemble d'avantages et d'inconvénients de chaque plante, notamment d'un point de vue technique, c'est-à-dire mise en place de la plante, besoin en eau, est-ce qu'elle attire des ravageurs pour la culture, des pucerons spécifiques. Par exemple on parlait de Macrociformes Eusphorbiae. Si les soucis sont tendres et fortement fertilisés, ils sont extrêmement colonisés par Macrociformes. Par contre, on a atteint des taux de parasitisme précoces jamais vus sur soucis, avec 100% de soucis parasités dès la semaine 16. Donc voilà, donc il y a des choses que l'on observe qui sont vraiment intéressantes. Même Neisseria viribala, donc la punaise verte, que l'on retrouve de façon très importante également sur soucis. Donc voilà, ce sont des points de vigilance qu'il faudra garder tout au long des essais. Voilà. Donc après, donc on s'est intéressé notamment au coût de cette pratique, parce que ça nous demandait beaucoup de temps et les budgets étaient quand même assez importants sur les mises en place. Donc on se demandait si les producteurs pouvaient s'y retrouver, sachant qu'on est toujours évidemment dans une démarche pour l'instant en cours d'amélioration. Donc aujourd'hui on est à peu près à 1,15 €, autour d'1 € on va dire au mètre carré pour aménager un tunnel, ce qui pour un producteur est assez cher. Alors après une stratégie de traitement, pour un seul traitement ou une stratégie de nettoyage, donc on s'est intéressé de savoir voilà, en bio ou en conventionnel combien coûte une éradication, enfin ou en tout cas un passage sur les pucerons. Donc, et on voit qu'on est aux alentours en gros entre 0,10 et 0,25 centimes pour traiter donc ces différentes auxiliaires, enfin pucerons. Et un lâcher de Macrolophus pour donner une idée, et autour donc d'un traitement qu'on peut avoir en bio. Voilà. Donc au vu de tout ça, on s'est dit que la stratégie était légèrement chère si les dispositifs étaient mis en place que pour une année. Donc on a cherché à faire des économies. Les principales économies qu'on peut faire sont dans l'entretien. S'il a fallu 3 nettoyages dans la saison pour garder les dispositifs propres. Les lâchers, donc on a retiré les lâchers de chrysope et de coccinelle qui ont été a priori en tout cas inutiles. Et donc on voudrait également travailler sur tout ce qui est économie en plants, parce que les semences ne coûtent rien mais les plants coûtent assez cher.
pour les cultures qu'on avait du mal à ménager. Et dans ce cas de figure, donc, on se retrouve à une installation de dispositif à 38 centimes, donc qui est tout à fait acceptable à l'échelle d'une production pour un producteur. Voilà. Et donc en conclusion, donc on voit bien que ce dispositif a des capacités et peut marcher. On commence à comprendre les différentes points de vigilance qu'il faut avoir pour que les dispositifs soient efficaces et soient mis en place. Il y a encore des démarches d'amélioration technique à mettre en place pour assurer donc, ces efficacités et diminuer les coûts d'installation. Et on commence notamment à évaluer un certain nombre de plantes de service par rapport à leur rôle qu'elles peuvent jouer et à ce qu'elles peuvent engendrer. Et notamment à avoir leur possibilité sur d'autres auxiliaires potentiels que le puceron. Mais le coût reste encore élevé et va demander donc, des résultats. Donc il y a un autre projet donc, au sein de la RELPAL qui a été déposé et qui vise à mettre en place des plantes de service de façon pérenne, donc qui permettrait on va dire, d'amortir ce coût sur plusieurs années. Et où certains modes d'implantation ont été testés et où d'autres donc ravageurs sont également étudiés. Donc là, vous voyez des dispositifs qui ont été mis en place, notamment sur du papier de sur du géochanvre, et donc qui est dans l'optique justement de réduire ces coûts de désherbage. Et les plantes ont été mises en mélange pour essayer justement de couvrir plus rapidement le sol et également donc maîtriser ce fameux temps de désherbage. Donc vous voyez à droite, là, c'est une photo qui a été prise la semaine dernière. Donc un dispositif en place avec des pucerons spécifiques sur quasiment toutes les cultures. Et voilà, donc on attend juste que la culture soit mise en place, mais les dispositifs sont déjà prêts. Voilà. Donc merci de votre attention. Et puis si vous avez des questions, n'hésitez pas. Donc on va laisser la parole à Lucille et on fera un temps de questions juste après l'intervention de Lucille. Alors, le temps de mettre ton diaporama. Oh, je vois pas le 3, c'est là. Oh, pourquoi je suis à conclusion? Super, merci. Directement. On va gagner du temps. Voilà, c'est good. Merci beaucoup. Eh bien, bonjour à tous. Donc, Lucille Bertillot, moi je suis conseillère légumes à la Chambre d'agriculture du Loir-et-Cher et également ingénieure des FIFERM. Donc, j'anime un groupe de producteurs assez spécialisés, poireaux et fraises. Donc, je vais vous présenter les résultats dans le cadre du projet Réguleg qui ont été qui sont issus d'un essai sur fraises hors sol. Alors, Maxime, est-ce que tu peux passer à la diapo suivante, s'il te plaît? Merci. Donc, je vais passer assez rapidement parce que l'objectif a été bien présenté tout à l'heure. Donc, là, pour nous, l'idée, c'était de tester et d'évaluer les stratégies de plantes de service sur la fraise hors sol sous abri froid. Donc, on a travaillé sur du fraisier remontant et en particulier la variété Charlotte. Donc, à chaque fois, on avait un tunnel témoin non aménagé et un tunnel aménagé avec des plantes de service. Et pour les dispositifs, on a mis ces plantes de service dans des sacs, des anciens sacs hors sol qu'on a placés sous un rang de fraisiers. Donc, vous voyez une photo à droite du dispositif en 2018. Donc, cette année-là, les plantes banques mises en place, c'était le blé et l'asclépia. Et les plantes ressources de la tanésie, du sarrasin et de l'aquilée millefeuille. Donc le blé a été mis en place peu après la plantation de fraisiers. L'asclépia a été plantée assez tard parce que c'était début mai, en même temps que l'aquilée millefeuille. Donc on verra que pour ces plantes-là, on n'a pas vraiment pu conclure. Et la tanésie et le sarrasin ont été mis en place au mois d'avril. Ah, c'est bien, tu me boostes, Maxime. Alors, sur les infestations de pucerons dans les fraisiers, on a eu une pression assez faible en 2018. Vous voyez une infestation des fraisiers au début du mois de mai dans les 2 tunnels. Et globalement, assez peu d'auxiliaires présents au printemps. Ce sont les courbes qui sont en dessous. Et on voit que les auxiliaires sont arrivés assez tardivement au mois de juillet et ça concernait surtout des chrysopes
voilà, adultes, œufs et larves. Je te laisse avancer, Maxime. Voilà. Pour les trips, donc c'est la courbe en rose. Vous avez le nombre moyen de trips par fleur. Donc globalement, on n'a pas vu d'impact de la mise en place des plantes de service dans le tunnel aménagé par rapport au tunnel témoin. On peut voir, alors à part un pic de présence de trips dans le tunnel témoin en tout début de saison qui s'est vite régulé, le comportement des trips a été similaire entre les deux tunnels. Il faut savoir que dans ces tunnels producteurs, il y a une stratégie de lâcher d'Amblyseus cucumeris pour gérer le trips. Donc là, vous voyez, c'est la courbe en bleu pointillé. Et puis ensuite, au mois de juillet, on a l'arrivée des Orius naturellement qui servent pas mal à réguler aussi. Et dans les deux tunnels, on a aussi eu des interventions insecticides, mais qui sont dues à d'autres ravageurs, la drosophile, et notamment une attaque assez importante de punaises qui est plutôt exceptionnelle dans notre secteur. Donc voilà, pas d'impact significatif de la présence des plantes de service par rapport au tunnel témoin pour le TRIPS. Diapo suivante. Dans les plantes banques, qu'est-ce qui s'est passé? Alors, pour rappel, dans les fraisiers, on a eu une attaque de pucerons début mai, assez faible. Et en fait, dans le blé, on a eu la présence de pucerons en même temps que dans les fraisiers. C'est le graphique de gauche. Et en fait, cette population de pucerons s'est vite tarie, entre guillemets. Il y a eu des auxiliaires, il y a eu du parasitisme par des champignons entomopathogènes et la présence de parasitoïdes aussi. Et puis ensuite, la pression s'est régulée au cours de la saison. Donc on n'a pas eu ce fameux délai entre l'arrivée des prédateurs sur la plante banque et l'arrivée des ravageurs sur la culture. Pour l'Asclepia, c'est le graphe de droite. Donc là, très peu de pucerons observés, donc pas de conclusion par rapport à cette plante dans notre essai. Je te laisse avancer, merci. Donc 2018, si on récapitule, donc une présence synchrone des pucerons dans le blé et dans les fraisiers, avec quelques auxiliaires attirés, mais globalement, pas de fonctionnement des plantes banques dans notre tunnel aménagé. Pour l'Asclepia, donc comme je disais, pas de pucerons hébergés, et on a aussi vu la présence de trips sur cette plante, donc on a choisi de ne pas la remettre en place l'année suivante, notamment par rapport à la situation du producteur qui a eu des attaques de trips assez importantes. Donc on ne voulait pas en rajouter une couche par rapport à notre essai. L'Achillée millefeuille a été mise en place trop tardivement. Le sarrasin a bien fleuri, même si la levée était assez mauvaise. Et la Tanésie, donc là aussi, elle a fleuri, mais par contre, on a vu pas mal de punaises être attirées par cette plante. Donc pareil, une année spéciale avec une attaque de punaises, on a choisi de ne pas remettre la Tanésie, mais c'est plutôt dû à la situation du producteur. Sur la régulation, alors du TRIPS, pas d'impact des plantes de service. Et sur le puceron, on a vu une régulation qui a été la même dans les deux tunnels. Alors une des hypothèses, c'est que comme ces tunnels sont enherbés en fait en 2018, il y a eu le développement de flore dans cet enherbement, notamment de la matricaire, qui était présente en nombre assez important dans les deux tunnels. Alors ça pourrait être un élément qui explique qu'on n'ait pas eu de différence entre les deux tunnels. Diapo suivante, merci. En 2019, donc on est resté chez le même producteur, avec cette fois-ci un enherbement qui a été tondu tous les 7 à 10 jours, et pour s'affranchir vraiment de développement éventuel de plantes dans l'enherbement. On a mis en place du blé en tant que plante banque et du sarrasin et de la coriandre en tant que plante ressource.
Alors le blé a été mis en place peu après la plantation également, et le sarrasin et la coriandre au cours du mois de mars. Ces deux plantes-là ont été arrachées fin mai, puisqu'on a observé beaucoup trop de thrips dans ces plantes. Donc pareil, une situation particulière du producteur, on a choisi d'écarter ces plantes-là. Donc à la place, on a ressemé du blé. Et ensuite, fin juin, un arrêt prématuré de l'essai, puisque les plants de fraisiers n'ont pas remonté, ils ne produisaient plus de fleurs. Donc l'essai s'est arrêté fin juin. Donc je vais vous présenter les résultats qu'on a observés sur le printemps. Alors, dans les plants de banque, on a vu l'arrivée de pucerons dès la fin du mois de mars et un développement en particulier de Rhopalosiphum paddy. Donc c'est le graphe d'en haut. Un peu de Macrosiphum euphorbéae aussi qui peut être présent dans les fraisiers également. Et on a vu l'arrivée d'auxiliaires en nombre. Alors c'était surtout de la coccinelle à la suite de cette présence importante de Rhopalosiphum. C'est les barres rouges que vous pouvez voir sur le graphe du dessous. Donc une arrivée des auxiliaires tardive puisque c'était début juin. Diapo suivante. Sur les fraisiers, on a eu une attaque de pucerons au mois de mai, manque de bol. Donc les auxiliaires qui auraient pu être attirés par les plants de banque n'étaient pas là. Donc voilà, également un problème de synchronisation ici. Et peu d'auxiliaires observés dans les fraisiers. Alors c'est dommage, on aurait pu voir ce qu'il aurait pu se passer sur l'été. Mais voilà, cet arrêt d'essai ne nous a pas permis de poursuivre les observations. Et les deux courbes d'auxiliaires que vous pouvez voir là en orange sont les cirques, donc présents de la même façon dans les deux tunnels. Et en rose, ce sont les Amblyseus cucumeris, donc plutôt auxiliaires adeptes des thrips. Diapo suivante. Sur les thrips, du coup, alors une situation qui était similaire dans les deux tunnels fin mars, tant du niveau des larves que du niveau des adultes de thrips. Et puis au cours de la saison, on a observé davantage de thrips, en particulier les adultes, dans le tunnel aménagé. Alors qu'on n'a pas forcément réussi à s'expliquer, puisqu'en fait il y a eu autant de lâchers d'auxiliaires du commerce dans les deux tunnels. Et en particulier, on a vu beaucoup de thrips suite à l'arrachage du sarrasin et de la coriandre. Donc on peut s'imaginer qu'il y a eu un transfert de ces thrips sur les fraisiers. Il en ressort quand même que mi-juin, la situation redevient la même dans les deux tunnels. Donc là, voilà, une présence un peu plus importante des thrips dans le tunnel aménagé cette année-là. Il n'y a pas eu d'impact sur la production en tant que telle, mais on n'a pas vu d'effet des plantes de service par rapport aux thrips. Diapo suivante. Alors rapidement, les auxiliaires qu'on a pu observer sur les fraisiers, bon, vous voyez l'échelle, hein, quelques individus pour 25 plants, c'est assez peu. Et on n'a pas de différence qui est très importante entre les deux tunnels. Voilà, on voit bien les cirques qui sont présents, ça reprend un peu les courbes de tout à l'heure, et les Amblyseus en rose qui sont présents dans le tunnel aménagé, enfin du moins plus observés dans le tunnel aménagé que dans le tunnel témoin, mais les lâchers ont été les mêmes dans les deux tunnels. Diapo suivante. Donc en conclusion sur 2019, une présence synchrone également des pucerons et dans le blé et dans les fraisiers, et une arrivée des auxiliaires dans le blé assez tardive, sans transfert des coccinelles qu'on a pu voir dans le blé au niveau des fraisiers. Et sur le sarrasin à la coriandre, voilà, une présence trop importante de thrips sur ces plantes-là, donc on les a écartées du dispositif. Donc pas d'effet positif de la stratégie testée sur le thrips. Et pour le puceron, un échec en fait des plans de banque dû à ce problème de synchronisation.
encore une fois. Et puis un arrêt prématuré de l'essai qui nous a empêché de voir la suite de l'infestation sur les fraisiers. Donc en 2020, on a choisi d'éliminer les plantes à fleurs des plantes de service pour ne pas prendre de risques par rapport aux trips, et également de tester la stratégie sur un tunnel avec une bâche au sol pour s'affranchir de tout effet d'un enherbement à côté des dispositifs de plantes de service. Diapo suivante. Donc en 2020, une seule plante banque mise en place. Cette fois-ci, c'était du seigle. Donc vous voyez sous une gouttière de fraisier également, qui s'est très bien développée et qui était très dense. Vous voyez que mi-avril, on voit des sacrées touffes de seigle. Alors au cours du dispositif 2020, on a été amené à arrêter l'irrigation et à évacuer le seigle parce que beaucoup de drosophiles qui volaient dedans et au niveau des fraisiers également. Donc là, voilà, du point de vue du producteur, c'était pas jouable de laisser ce seigle en place. Alors peut-être que le seigle a été semé de façon trop dense en fait, et il y avait vraiment un petit écosystème sympathique et humide qui attirait certainement les drosophiles. Donc il y a peut-être quelque chose à faire sur la densité de semis pour mettre en place ce seigle, parce que là c'était trop attractif pour de la drosophile. Diapo suivante. Alors par contre, au niveau du fonctionnement des plantes banques, donc on a eu un développement très important de Rhopalociphomes dans le seigle, avec un pic de présence au 20 mai. Donc c'est la courbe orange sur le graphe du dessus. Et on a vu l'arrivée d'auxiliaires dans ce seigle par la suite, avec un pic de présence des auxiliaires au 3 juin. Donc vous voyez beaucoup de coccinelles, c'est la courbe en bleu, et également pas mal de parasitoïdes, puisqu'on a vu beaucoup de momies de pucerons également. Alors, il faut retenir cette date du 3 juin, puisqu'en fait, ce pic de présence des auxiliaires, merci Maxime, diapo suivante, ouais, voilà, super. Ce pic de présence des auxiliaires, il correspond également au pic de présence des pucerons dans les fraisiers. Diapo suivante. Voilà. Donc, si vous vous mettez là au 3 juin, vous voyez que c'est le moment où on a eu le plus de pucerons dans les fraisiers. Et c'est également le moment où on a vu beaucoup de momies de pucerons dans ces foyers de pucerons. Donc c'est la petite courbe en marron. Et beaucoup de larves de coccinelles dans ce tunnel aménagé qui sont arrivées une semaine plus tard. Et là, c'était vraiment caractéristique, puisqu'on voyait même les larves monter le long des poteaux des gouttières de fraisier. Donc il y a eu un véritable transfert de ces coccinelles du seigle au fraisier. Malheureusement, cette régulation, alors elle a donné quelques résultats. On voit que la pression en puceron diminue le 9 juin, mais ces foyers se sont redéveloppés ensuite avec une disparition progressive des auxiliaires dans les fraisiers. Donc il y a eu régulation, mais elle n'a pas duré dans le temps. Et dans le tunnel témoin, là, on a vraiment dépassé... Excusez-moi, il y a un bruit dans le bâtiment. C'est bon. On a dépassé le seuil de tolérance du producteur. Donc, début juin, il y a eu un traitement dans le tunnel témoin. Et globalement, on n'a pas atteint un niveau d'infestation qui a eu des conséquences sur la production en termes de qualité des fruits notamment, mais des foyers assez importants qui se développaient sur les fraisiers. Donc en conclusion, en 2018, une pression de pucerons faible avec un mauvais fonctionnement des plans de banque, puisqu'on avait une mauvaise synchronisation. Pas d'effet des plantes sur la régulation du TRIPS. En 2019, pas d'effet non plus sur le TRIPS. Et pour le puceron, des proies sur les plants de banque qui ont été présentes trop tard dans le blé. Et puis un arrêt prématuré de l'essai qui nous a empêchés de voir la fin. En 2020,
pour conclure, c'est un transfert des coccinelles du seigle aux fraisiers. Mais ces coccinelles ne se sont pas maintenues dans les fraisiers malgré la présence de pucerons dans la culture. Et sur le TRIPS, j'en ai même pas parlé en 2020 puisqu'il y a eu une pression très très faible. Voilà pour les résultats en fraises. Merci de votre attention et puis si vous avez des questions, n'hésitez pas. Merci Lucille. Donc on va effectivement passer sur un petit temps de questions. Donc Lucille, est-ce que tu peux juste couper ton micro le temps? Voilà, c'est un petit écho. Je vais rallumer juste quand tu prendras la parole pour les questions. Donc il y a une question qui est arrivée juste entre la transition entre Sébastien et puis Maxime. Alors du coup c'était une question pour Sébastien. C'était est-ce que les stratégies que tu as présentées contre les pucerons peuvent être envisagées sur des cultures extérieures type betterave? Oui, la stratégie qu'on a testée contre les pucerons en aubergine peut, en gros, selon moi, être adaptée à n'importe quelle culture qui est concernée par les pucerons. Après, la différence, ça va être ce qui va faire la différence, c'est le mode de culture. Et le mode de culture va déterminer la réussite de la stratégie ou pas, en fait. Donc, en aubergine, on est sous abri. Et l'abri nous permet de pouvoir augmenter ce fameux indice de précocité que j'évoquais tout à l'heure, qui semble hyper important. Et en culture d'aubergine, c'est nickel, puisqu'on est sous abri. Donc on peut avoir une arrivée très tôt des pucerons sur les plants de banque, on peut avoir une activité très précoce des ennemis naturels sur les plants de banque, parce qu'on a ce microclimat. Et d'ailleurs, moi ce que je préconise, j'en ai pas parlé tout à l'heure, vous l'avez peut-être vu sous la note que j'ai mise sous la bac, c'est de mettre un voile de forçage sur les plants de banque justement pour hâter cette précocité. Alors, en culture de betterave, on serait plutôt sur un modèle type laitue. On a bossé aussi sur la laitue, je l'ai dit tout à l'heure. Les résultats sont intéressants, mais pas sur les premières périodes d'infestation. C'est-à-dire que pour des laitues plantées relativement tôt en plein champ, donc en extérieur, c'est-à-dire des laitues en gros plantées au mois d'avril, eh bien on n'a jamais réussi à réguler les premières périodes d'infestation parce que les plantes de service sont totalement inactives. Il fait trop froid pour qu'on ait une infestation très précoce des plantes de banque et une arrivée très précoce des ennemis naturels. Et en plus, en culture de laitue, les ennemis naturels qui nous intéressent, ce sont les cirfes. Parce que ça, j'en ai pas parlé tout à l'heure, mais en fonction de la culture qu'on doit protéger, on va vouloir attirer tel type d'ennemis naturels ou tel autre type d'ennemis naturels. En aubergine, on veut absolument favoriser les coccinelles parce qu'on a constaté dans le projet Régulec que c'est les coccinelles qui viennent boulotter les pucerons sur l'aubergine. Et en fait, les cirfes, les chrysopes sont beaucoup moins présents, donc on s'en fiche un peu finalement. En culture de salade, on a réussi à attirer les coccinelles en masse très tôt, mais en fait, les coccinelles ne vont pas sur les laitues, c'est beaucoup plus les cirfes, et qui eux ont besoin de températures sans doute plus importantes. Donc ce qu'il faut savoir en fait, c'est que oui, on peut mettre en place ce genre de stratégie en culture de betterave, mais ce qui est vraiment très important à se poser comme question au départ, c'est à quel moment je veux lutter contre les pucerons. Donc si les pucerons arrivent sur la betterave au mois d'avril, je pense que la stratégie sera totalement inefficace et là, il n'y a rien à faire, on n'y arrivera jamais. Si par contre les pucerons commencent à infester les betteraves au mois de juin ou juillet, alors là, oui, la stratégie que j'ai présentée, elle peut être vraiment très efficace. Voilà. Donc il faut qu'il... je ne connais pas la betterave, je ne sais pas à quel moment s'installent les pucerons, mais voilà, si c'est des pucerons qui s'installent avant le mois de juin, je crois que la stratégie sera inefficace. Merci beaucoup pour la réponse. Donc on a une autre question, je pense que Maxime et Lucille vont pouvoir répondre à deux voix, donc je vais déjà laisser la parole à Maxime et puis Lucille complétera. Est-ce que des espèces de pucerons ravageurs ont été observées sur les plantes de service? Alors, oui, la réponse est oui. Donc, notamment, principalement Macrociforme euphorbiae, qui est un puceron extrêmement phytophage et qui a une liste d'espèces cibles très large et qu'on retrouve sur certaines plantes, des fois même juste de passage, c'est-à-dire que l'implant ne l'intéresse pas forcément, mais il passe sur la plante. Je pense notamment à
à la Tanésie. Et des fois, on avait une momie sur une plante et en fait, c'était juste du macrociphome qui passait, quoi. Donc, voilà. Donc, il arrive qu'on ait effectivement des pucerons qui vont aussi bien sur l'aubergine que sur les plantes de service. Par exemple, le souci a été mis notamment pour les myrides, donc Pistule macrorufus et autres. Et lui est très attirant pour Macrociphorum euphorbia. Donc ça fait partie des risques d'utiliser cette plante-là. Alors, je compléterais aussi en disant qu'il y a 3 plantes en fait qui sont particulières. C'est l'ortie, la tanésie et puis le sarrasin. Pourquoi? Parce que la tanésie, elle est hyper intéressante pour attirer les orius. Ça, c'est très clair, Maxime. D'ailleurs, tu l'as évoqué tout à l'heure, il me semble. Enfin, tout ce qui est punaise prédatrice en général adore la tanésie ou le souci. Mais avec la tanésie, par rapport au souci, on a un problème en plus. C'est qu'elle attire toutes les punaises, en fait. Aussi celles qui sont phytophages. Et on peut avoir beaucoup de ligus qui arrivent dans les tunnels à cause de la tanésie quand elle est en fleur. Après, si on utilise la tanésie comme plante banque et non pas comme plante ressource, il suffit d'empêcher la floraison en fauchant régulièrement la tanésie et on n'a pas ce problème. Donc la tanésie, il faut faire attention aux cultures d'aubergine qui est sensible aussi aux punaises phytophages. Le sarrasin, lui, on l'avait mis dans le dispositif au départ parce qu'il est réputé très attractif pour les cirques, ce qui est vrai, sans aucun doute. Mais on l'a constaté en 2020 et les années précédentes, mais j'ai évoqué cette hypothèse sarrasin égale danger, parce que Macrociphorum s'installe dessus. Et j'ai dit que c'était une hypothèse à vérifier. En réalité, j'ai déjà un peu d'éléments que je ne vous ai pas présentés aujourd'hui, mais on a fait un petit essai en 2020, et on a flingué nos cultures d'aubergines à cause du sarrasin, qu'on avait mis en masse dans notre tunnel. Macrociphorum est arrivé dès le mois de mars, il s'est multiplié à fond sur le sarrasin, il a commencé à envahir les aubergines qui étaient juste à proximité, et ensuite il a flingué tout le tunnel. Donc nous, le sarrasin, on ne l'utilisera plus en culture d'aubergine, ça c'est très clair. Et puis il y a une plante comme l'ortie qui, elle, est un petit peu ambiguë. Amandine nous en parlera tout à l'heure. Mais l'ortie, il est capable d'héberger Macrociphorum euphorbia, toujours celui-ci, qui nous pose problème, comme tu le disais, Maxime. Mais nous, on a constaté que Macrociphorum euphorbia arrivait sur l'ortie plutôt au mois de janvier, début février, et qu'en fait, sur l'ortie, derrière, il y a une succession écologique qui s'opère, c'est-à-dire une succession de communautés de pucerons qui est observée. Et on a Macrociphorum souvent au mois de janvier, début février, mais ensuite, c'est Aphis urticata qui prend le relais, c'est-à-dire le puceron de l'ortie. Et là, Macrociphorum disparaît et il n'est plus présent sur l'ortie au moment où on plante nos aubergines. Et ça peut être hyper intéressant. Parce que ça veut dire que l'ortie va pouvoir attirer les ennemis naturels de Macrociphorum au moment où on n'a pas les aubergines à côté. Donc les ennemis naturels de Macrociphorum, parce qu'il y en a peut-être des spécifiques, j'en sais rien, ils vont être là. Ensuite, ça va être Aphis urticata. Et quand Macrociphorum va revenir sur l'aubergine, on aura toute une faune auxiliaire là, peut-être plus intéressante avec l'ortie qu'avec les autres plantes banques. Voilà. Lucie, tu peux compléter? Oui, pour compléter, donc sur les pucerons ravageurs également. Donc moi c'est pareil, le Macrociphorum, je l'ai observé sur le blé dans mes essais. Par contre, ce n'était pas le premier puceron à arriver sur la plante banque et il s'est jamais maintenu dedans. Et l'autre chose, c'est que je n'ai pas réussi à savoir si il est arrivé en premier sur le fraisier ou sur le blé. Il était présent à peu près en même temps. Voilà. Une petite question, Lucille, et puis après Maxime pourra également donner son retour. Quel retour vous avez des agriculteurs chez qui étaient mis en place les essais, et évidemment aussi les agriculteurs qui font partie de votre groupe défi? Alors, sur le retour, moi, sur mes 3 années d'essai, il y en a 2 où la stratégie j'ai pas réussi à la mettre en place de façon satisfaisante. Et la dernière année, j'ai pas encore eu l'occasion de leur présenter. Par contre, c'est vrai qu'on voit des choses, mais là, sur le fraisier, il y a encore quelques clés d'analyse complémentaires à faire pour que ce soit une stratégie qui puisse être développé en tout cas chez les producteurs et puis notamment là cet aspect drosophile sur les patchs de seigle qu'on a observé pourrait être un frein dans notre cas.
Et moi, donc, je suis pas en fraises, je suis plus en multi-légumes, donc c'est plus facile. Et donc, en gros, sur les 12 agris, il y a plus des 2/3 qui ont testé des plantes de service dans des aménagements. Alors là, vous avez vu un type avec Réguleg, mais on en fait aussi en pot dans des cultures de tomates ou des choses comme ça. Donc globalement, les agris sont très satisfaits. On l'utilise notamment pour des mises en place précoces de Macrolophus pour la lutte contre la tuta en culture de tomates. Tuta absoluta, hein, voilà. Et donc là, on cherchait à diversifier un petit peu les auxiliaires avec différents projets. Il y en a d'autres qui sont intéressés également parce que tout simplement, ça occupe leur chéneau au lieu de multiplier des semences d'adventices. Et on a eu notamment cette année la surprise de voir que alors c'était le lotier qui avait été contaminé en premier par du coup des acariens. Et du coup, ça a permis de déclencher des lâchers inondatifs d'acariens auxiliaires pour protéger la culture avant qu'ils arrivent dans la culture. Donc ça a servi d'indicateur et c'est des choses qu'on n'avait pas du tout calculées. Globalement, les producteurs sont très intéressés, mais ça a un coût, ça demande du temps souvent à des moments où ils en ont peu et encore des efforts. Donc c'est encore quelque chose à creuser pour que ce soit quelque chose qui se mette en place facilement, d'où les essais sur Géochamp. Enfin, ça demande à simplifier énormément la mise en place de ces cultures. Merci beaucoup. On va passer à notre dernière intervention. Donc, on va laisser la parole donc, à Amandine Mollet. Donc bonjour à tous. Alors moi c'est Amandine Mollet, je suis ingénieure d'études à Frédon Hauts-de-France. Et donc je vais vous présenter les résultats qu'on a obtenus dans le cadre du projet Réguleg. Sébastien, est-ce que tu peux passer à la diapo suivante? Donc juste pour rappel, en fait, des plantes de service, c'est des plantes qu'on implante dans une parcelle ou autour d'une parcelle. Elles n'ont pas forcément pour objectif d'être récoltées, mais plutôt d'avoir un impact bénéfique sur la culture principale. Donc elles peuvent avoir de nombreux rôles, comme par exemple capter l'azote, par exemple les couverts d'interculture qu'on va mettre avant une culture va capter l'azote qui est dans le sol et va le restituer à la culture suivante. Donc ça peut être considéré comme une plante de service. Ensuite, il y a aussi des plantes de service qui peuvent permettre de lutter contre des bioagresseurs. Et donc ici, dans le cadre du projet Réguleg, on s'est plutôt intéressé à des plantes ressources. Donc comme ça a été dit précédemment, c'est des plantes qui vont plutôt attirer précocement des prédateurs ou des parasitoïdes en fournissant des ressources énergétiques utiles à la production des œufs de ces prédateurs. Ensuite, on a des plantes banques. Donc elles vont plutôt fournir des proies ou des hôtes de substitution aux prédateurs parasitoïdes en attendant l'installation des ravageurs dans la culture. Et on peut aussi avoir des plantes pièges où là, c'est plutôt des plantes qui vont être très appétantes pour les ravageurs. Donc les ravageurs vont s'y installer et on pourra détruire ces plantes. Donc l'objectif des études qui ont été menées à Frédon Hauts-de-France, c'est des études qui ont été menées en conditions contrôlées, donc c'est-à-dire au laboratoire, et l'intérêt c'était de vérifier l'intérêt des plantes de service vis-à-vis des pucerons présents en culture de fraises ou d'aubergines. Merci Sébastien. Donc dans un premier temps, il a fallu obtenir des pucerons et les mettre en élevage. Donc globalement, on a utilisé le même dispositif pour l'ensemble des pucerons, donc c'est-à-dire les mettre comme on peut le voir sur la photo qui est en haut à droite, dans des cages individuelles qu'on a placées en conditions contrôlées, donc c'est-à-dire à 20 degrés Celsius avec une photopériode de 16 heures de jour et 8 heures de nuit. Au niveau des pucerons qui ont été sélectionnés, donc il y a Apis neri, qui est un puceron spécifique du laurier rose, et Cytobion avenae, donc c'est le puceron des épis de céréales. Donc c'est pareil, c'est un puceron assez spécifique. Ces deux espèces-là, c'était plutôt des pucerons utilisés en tant que hôtes de substitution pour les prédateurs et les parasitoïdes.
Ensuite, il y avait le puceron du fraisier, donc Calyptosiphon fragaifoli, où lui c'est plutôt un puceron qui est ravageur en culture de fraises. Et ensuite, il y a 4 autres espèces qui sont des pucerons plutôt polyphages qu'on peut retrouver en culture de fraises ou en culture d'aubergines. Sébastien, est-ce que tu peux passer à la diapo suivante, s'il te plaît? Merci. Donc ici, ce sont les 4 espèces végétales qui ont été étudiées principalement au laboratoire. Donc il y avait l'achillée millefeuille, le sarrasin, la tanésie et l'ortie. Sébastien, merci. Donc en fait, au niveau du dispositif qu'on a utilisé, ça a été globalement le même pour l'ensemble des études qui ont été mises en place. Pour vous l'expliquer, je vais utiliser l'exemple de Calyptosiphon fragaifoli sur tanésie. Donc en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a prélevé 15 feuilles de tanésie qu'on a placées individuellement dans des boîtes de pétri qui contenaient un disque de papier filtre humidifié. Et sur chacune de ces feuilles, on a placé 10 pucerons qui étaient prêts à pondre. Ensuite, l'ensemble de ces boîtes a été placé en conditions optimales pour le développement des pucerons, donc c'est-à-dire à 20 degrés Celsius avec une photopériode de 6 heures de jour et 8 heures de nuit. Et tous les 2 à 3 jours, pendant 14 jours, on a compté les pucerons sur les feuilles, mais aussi présents dans la boîte. Merci. Alors, au niveau des résultats, donc là, ces 2 graphiques, c'est pour vous présenter les résultats qu'on a obtenus avec Cytobion avenae et Apis neri. Donc pour Cytobion avenae, en fait, là, l'objectif, c'était de vérifier que ce puceron qui est présent sur les épis de céréales n'allait pas s'installer sur les feuilles de fraisier. Donc sur le graphique à gauche, on peut voir que par rapport à Calyptosiphon fragaifoli, le puceron du fraisier, le puceron des épines ne s'est absolument pas développé sur le fraisier. On voit que dès 7 jours, 7 jours après la mise en place de l'étude, on avait déjà plus de pucerons sur les feuilles de fraisier. Ensuite, pour Apis neri, donc c'est les résultats qui sont présentés à droite, on avait encore 17% de pucerons qui étaient présents dans les boîtes de pétri après 7 jours suite à la mise en place de l'étude. Par contre, au bout de 14 jours, il n'y avait plus de pucerons sur nos fraisiers. Ces résultats-là, ils avaient également été... Est-ce que tu peux revenir sur la diapo précédente, s'il te plaît? Ces résultats-là, ils avaient également été complétés avec des études qui avaient été menées directement sur des fraisiers et qui ont vraiment confirmé que Cytobion avenae et Apis neri n'étaient pas capables de se développer sur fraisier. C'est bon, Sébastien. Merci. Donc ensuite, donc là, c'est les résultats qui ont été obtenus par rapport à la l'achillée, pardon. Donc là, on voulait vérifier que les espèces de pucerons qui peuvent être potentiellement présentes sur fraisier ou sur aubergine ne pouvaient pas s'y développer. Donc pour le puceron Calyptosiphon fragaifoli, donc c'est les résultats qui sont à gauche du graphique, on peut voir que au bout de 7 jours, il n'était déjà plus présent sur l'achillée millefeuille. Donc forcément, à 14 jours, il n'y était pas non plus. Ensuite, pour Apis gossypi, donc les résultats qui sont à droite, là, en revanche, on peut voir que la présence des pucerons sur l'achillée, elle était similaire à la présence sur les fraisiers, que ce soit à 7 jours ou alors 14 jours après la mise en place de l'étude. Vas-y, Sébastien. Merci. Donc ensuite, pour Macrosiphum euphorbiae, donc c'est le puceron, c'est les résultats qu'on va trouver sur la gauche. On peut voir que 7 jours après la mise en place de l'étude, on avait 87% de présence de pucerons dans les boîtes de pétri. Et c'était également le cas 14 jours après la mise en place de l'étude. Et pour Mysius persicae, c'est pareil. Au bout de 7 jours, on avait toujours 87% de présence sur l'achillée millefeuille, donc ce qui était similaire à notre référence. Et on avait encore 77% de présence 14 jours après le début de l'étude.
Donc globalement, par rapport à l'Achillée millefeuille, les résultats en conditions contrôlées ont montré que le Macrosiphum euphorbiae, Aphis gossypii et Mysius persicae étaient capables de se développer sur cette plante. Merci. Oh. Oui, c'est ça. Par contre, on a un souci au niveau des résultats. Bon, c'est pas grave. De toute manière, là, c'est l'essentiel lié. Alors, par rapport à la Tanésie, le puceron Aphis gossypii qu'on voit sur la droite du graphique, on peut voir que le développement a été similaire sur la Tanésie que sur la référence au bout de 2 jours. On peut même voir qu'on commençait déjà à avoir un développement des populations, puisqu'on avait une quinzaine d'individus par feuille, alors qu'à la base, on en avait 10 par feuille. Et ensuite, 11 jours après le début de l'expérimentation, on a finalement, on va dire, une explosion des populations avec une quarantaine d'individus par feuille sur la Tanésie. Ensuite, pour Chaetosiphon fragaeifolie, on peut voir que les populations elles se sont maintenues sur fraisier, mais par contre, sur la Tanésie, on voit clairement que les populations elles ont diminué, et 7 jours après la mise en place de l'expérimentation, on n'avait plus du tout de pucerons sur la Tanésie. Et enfin, pour Macrosiphum euphorbiae, donc ce qu'on peut voir, c'est que 2 jours après la mise en place de l'expérimentation, en moyenne, on avait une dizaine d'individus, donc ils se sont déjà maintenus. Et par contre, 11 jours après la mise en place de l'expérimentation, on voit qu'on avait eu une augmentation des populations avec 35 individus par feuille, ce qui est resté inférieur par rapport à notre référence. Mais par contre, on n'avait pas de différence significative d'un point de vue statistique. Donc par rapport à la Tanésie, on a des résultats qui sont similaires à l'Achillée. C'est que Macrosiphum euphorbiae, Aphis gossypii et Mysius persicae étaient capables de se développer sur cette plante. Sébastien, merci. Au niveau sur le sarrasin, donc ce qu'on peut voir avec Aphis gossypii, c'est qu'on avait déjà un développement très important au bout de 2 jours après la mise en place de l'étude, puisqu'on avait une trentaine d'individus par feuille et par boîte du coup au bout de 2 jours. Ensuite, au bout de 11 jours d'expérimentation, on voit même clairement qu'on a plus de pucerons sur le sarrasin que sur notre plante de référence. Pour le puceron Chaetosiphon fragaeifolie, alors statistiquement, on ne voit pas de différence entre la référence et le sarrasin, mais d'un point de vue par rapport à nos comptages, on peut voir qu'on a quand même un déclin des populations, puisqu'à 7 jours après la mise en place de l'expérimentation, il restait 2 individus en moyenne par feuille, et au bout de 14 jours, il n'y en avait plus. Et enfin, pour Macrosiphum euphorbiae, alors au bout de 2 jours, le développement il était similaire à la référence. Les populations, elles commençaient déjà à augmenter. Et 11 jours après la mise en place de l'expérimentation, on voit que le développement il a été similaire entre notre référence et le sarrasin. Alors sur le graphique, on voit que le nombre moyen de pucerons vivants hors de la feuille augmente, mais ça peut être lié à la sénescence de la feuille en fait. Les pucerons ont certainement cherché à une autre source de nourriture parce qu'ils avaient certainement déjà pompé tout ce qu'il y avait dans la feuille. Donc globalement, par rapport au sarrasin, Macrosiphum euphorbiae et Aphis gossypii sont capables de s'y développer. Par contre, Chaetosiphon fragaeifolie, statistiquement, on n'a pas montré de différence. Par contre, par rapport à nos résultats visuels, on voit qu'il ne s'est pas développé dessus. C'est bon, Sébastien. Et donc, enfin, par rapport à l'ortie, Mysius persicae, on voit que déjà, à partir de 2 jours, il s'est clairement développé sur les feuilles, puisqu'on avait plus d'une vingtaine d'individus par feuille, alors qu'on partait à la base de 10 individus dans la boîte. Et ensuite, 7 jours après la mise en place de l'étude, on en avait plus d'une centaine
sur l'ortie, ce qui était déjà même supérieur à ce qu'on avait par rapport à notre plante de référence. Et ensuite, alors par rapport à Macrosiphum euphorbiae, au bout de 2 jours, donc on voit que le puceron, il commençait à se développer sur l'ortie. Et au bout de 7 jours, c'est pareil, en fait, le puceron commençait à se développer. Alors là, par rapport à ce qu'on a observé dans les graphiques précédents, les résultats sont présentés à 7 jours. Pour comparer par rapport à Mesus persicae. Par contre, ce qu'on a vu, c'est qu'au bout de 11 jours, après la mise en place de l'expérimentation, les populations pour Macrosiphum sur l'ortie et sur l'aubergine, elles ont explosé. Sébastien, c'est bon. Merci. Donc du coup, par rapport aux résultats qu'on a obtenus, finalement, l'ortie pourrait aussi permettre le développement de Macrosiphum euphorbiae et Mesus persicae. C'est bon. Sébastien. Merci. Alors en conclusion, finalement, par rapport aux résultats qu'on a obtenus en conditions contrôlées, on peut se dire que c'est effrayant et que les plantes de service, finalement, elles pourraient héberger tous ces pucerons qui sont ravageurs des cultures. Mais on a quand même vraiment des résultats qui sont positifs, puisqu'on a vu que Apis neri et Cytobion abenei, qui sont des pucerons qu'on ne trouve pas logiquement sur les fraisiers, ne s'y développent pas. Donc ça pourrait être des supports en tant que hôte de substitution pour des prédateurs ou des parasitoïdes. Il faut juste faire attention à la plante utilisée en tant que support, parce qu'on a vu que le blé, il pouvait héberger Mesus persicae. Ça, on l'avait montré, on l'a nous en résultat, parce que c'est une étude complémentaire qu'on a mise en œuvre au laboratoire aussi. Au niveau des plantes, donc globalement, ce qu'on voit par rapport à nos résultats, c'est qu'ils sont tous capables d'héberger au moins un puceron ravageur en conditions contrôlées. Par contre, c'est à nuancer parce qu'en conditions réelles, finalement, les résultats ils peuvent être similaires, comme on l'a vu avec les précédentes présentations, ou différents. Et c'est une notion qui est importante à avoir en tête, de se dire que ces plantes, elles peuvent héberger des pucerons ravageurs, mais ça peut finalement être aussi un atout sur le terrain. C'est ce que Sébastien expliquait tout à l'heure par rapport à l'ortie et Macrosiphum euphorbiae, c'est que l'ortie, comme il était présent précocement par rapport à l'aubergine, il a permis d'héberger Macrosiphum, mais Macrosiphum a aussi été régulé avant l'implantation des aubergines. Donc voilà, et puis globalement, les résultats qu'on a là, ça pourrait aussi être exploité pour d'autres cultures. Donc je vous remercie pour votre attention. Puis si vous avez des questions, n'hésitez pas. Merci beaucoup. Merci beaucoup Amandine. Donc effectivement, n'hésitez pas à vous poser vos questions à Amandine, ou s'il y a d'autres questions qui vous viennent pour Sébastien, pour Maxime et pour Lucille. En tout cas, là déjà, ce qu'on peut retenir de ces présentations, c'est qu'il y a des pistes intéressantes, mais il reste encore beaucoup de travail, que la mise en application sur le terrain, c'est pas forcément simple. Il y a des coûts. Il y a les plantes hautes, certaines peuvent aussi apporter, finalement, être la source des ravageurs, donc il faut bien les choisir. Tout ça, ça travaille, il faut pas, ça se fait pas juste en un claquement de doigts comme ça. Donc encore beaucoup de choses. Donc juste Sébastien, donc le prochain projet, donc là c'est la suite au Réguleg, et va être un projet de combien d'années là Alors ça va être un peu efficace s'il est lauréat de l'appel à projet CASDAR de cette année. Ce sera un projet pour 3 ans. Et en fait, ce qu'il faut retenir aujourd'hui, c'est qu'il y a une stratégie qui, pour moi, est applicable aujourd'hui directement chez les producteurs. La stratégie régulière, pour moi, elle est applicable chez les producteurs. Parce que, globalement, quand même, on sait quelles plantes de service utiliser. On sait que, en gros, pour moi, les meilleures plantes banques, c'est l'ortie, la tanésie,
Le souci est vachement intéressant aussi. Et le blé, l'orge, quoi. Bah, le blé l'orge, ça dépend, franchement, il est très aléatoire. Les pucerons arrivent souvent trop tard. L'Asclepia, il n'est pas à utiliser puisque les pucerons arrivent en général mi-juin, donc c'est beaucoup trop tard. Donc voilà, pour moi aujourd'hui, on sait quelle plante il faut favoriser, quelle plante il ne faut pas trop utiliser. Le sarrasin, il ne faudrait pas l'utiliser du tout. Amandine l'a encore reprécisé tout à l'heure. On sait à peu près comment les disposer dans le tunnel. Soit on veut mettre le paquet, et à ce moment-là, on fait comme au CTIFL, on le met sur la planche centrale, mais on perd autant de rendement, donc c'est pas forcément intéressant. Ou alors on fait comme chez Maxime et Lucille, on le met sur les côtés ou sous les gouttières. Donc pour moi, ça, on le sait. Maintenant, il faut travailler absolument sur les facteurs d'efficacité et le pilotage de la stratégie. Et ça sera l'objet du projet efficace, donc 3 ans de projet. Et on sait déjà que cet indice de précocité et l'indice de nutrition azotée des plantes sont des facteurs qui jouent énormément sur la réussite. Alors, du coup, on a quelques questions qui arrivent. Donc, est-ce que ces différents travaux seront accessibles prochainement? Alors, en partie, oui, déjà, il y aura le replay, du webinaire qui sera disponible. Les diaporamas présentés pourront être mis également en ligne sur la page. Voilà. Après, pour les restes de la restitution, je te laisse. Donc, il y a des comptes rendus qui existent au niveau de chaque partenaire. Donc, chacun des partenaires a fait des comptes rendus annuels et pluriannuel de toutes les expés qui ont été menées chez eux. Donc ça, en contactant soit moi en tant que chef de projet, soit les partenaires, vous pourrez avoir accès à ces comptes rendus. Je suis en train de rédiger un compte rendu global et final du projet qui sera disponible en avril-mai 2021. Et puis, on va aussi rédiger des articles... Alors, à travers des articles dans Info CTIFL, qui est la revue du CTIFL, mais aussi chaque partenaire a aussi un réseau de revues dans lesquelles il peut y avoir des articles. Et puis Maxime a fait une vidéo aussi qui est accessible sur le portail de chambre. Sur le portail de la chambre. Okay. Et il y aura également une fiche trajectoire, enfin pratique remarquable, qui sera faite sur le projet en 2021. D'accord. Une question, l'effet des plans de service est efficace jusqu'à quelle distance maximale? Ça, c'est une question qui revient souvent et je crois qu'il y a des avis divergents d'un expérimentateur à l'autre. Il y a plein d'expérimentateurs qui disent une plante de service type plan de banque ou plan de ressources, elle est efficace sur une distance de 20 mètres et on entend jusqu'à 50 mètres et au-delà, on entend que ça n'a plus d'effet. Je partage un avis qui est un petit peu différent. Moi, je me dis qu'un cirque ou une coccinelle, elle va là où il y a du puceron à bouffer, en fait. Et on le voit sur notre centre, que la distance soit 20 mètres, 50, 100 mètres ou même 300 mètres, parce que un cirque, déjà, pour beaucoup d'espèces, ça peut voler sur plusieurs kilomètres, voire des dizaines ou des centaines de kilomètres pour certaines espèces. Et en fait, les adultes vont butiner, vont chercher le nectar, le pollen des plantes, et puis ensuite ils vont chercher des proies pour nourrir leurs larves. Et c'est dans ces foyers de proies qu'ils vont pondre. Donc moi je crois qu'ils se déplacent sur la plus courte distance qui leur permet d'accéder aux proies. Sur le centre de Carquefou par exemple, on a dans nos expérimentations en salade, une parcelle aménagée avec des plantes de service qui se trouve à peu près 300 ou 400 mètres d'une parcelle témoin où il n'y a pas de plantes de service. Et en fait, on voit les cirques qui sont attirés par les plantes de service de la parcelle aménagée aller assez rapidement sur la parcelle témoin à partir du moment où il y a des pucerons à boulotter dans les salades témoins. Et donc, ils font très facilement 400 mètres. Et ce qui déclenche en fait l'arrivée des auxiliaires dans la culture, c'est pas la distance par rapport à la plante de service, ça c'est mon point de vue perso, c'est vraiment la quantité de ressources qu'il y a pour eux dans la culture. Donc s'il n'y a pas de pucerons, il n'y aura pas d'ennemis naturels. S'il y a des pucerons, il y aura des ennemis naturels, que la parcelle se trouve à 20, 50, 100 mètres de la plante de service ou 300 mètres. Ça, c'est mon point de vue perso d'observateur en fait, de nos expérimentations. Je ne sais pas si après, vous partagez la même chose, les partenaires, si vous partagez le même point de vue.
Nous, dans les dispositifs, moi, c'est 2 chéneaux, donc il y a à peu près 9 mètres de distance entre les 2 bandes. Donc ça veut dire qu'au cœur de la culture, on est à peu près à 4,50 mètres. Alors ça dépend. Sébastien a raison dans le sens où cirque, coccinelle, ça vole, ça se déplace. Par contre, il faudra attendre la génération suivante. Moi, ce qui m'intéresse, c'est que les larves qui sont dans les plants de banque puissent tout de suite aller prédater dans la culture qui est l'aubergine. Donc c'est la larve qui doit faire la distance pour être rapide. Sinon, il faut attendre effectivement la génération suivante. Et là, on n'a plus de problème de distance, effectivement. Donc, pour que les larves puissent bouger, je dirais que 4,50 m, c'est très bien. Et je vois bien, par contre, que les dispositifs qui sont plus loin, donc moi qui sont à 100, 150 mètres, j'ai pas d'échange d'auxiliaire qui se fait, en tout cas sur la génération directement. Donc, il y a une notion de distance. Je pense qu'il faut en mettre le plus possible, mais que voilà, déjà une bande tous les 9 mètres, c'est déjà très très bien pour des systèmes sous abri. En tout cas, la distance n'est pas du tout un indicateur de réussite. Dans le tableau des indicateurs, quand on rentre la distance, ça ne ressort pas comme étant un facteur de réussite, ou en tout cas pas du tout au même niveau que les indices de précocité ou l'indice de nutrition. Ça, c'est clair. Ce qui va être intéressant, c'est effectivement les dispositifs ratés souvent avec cette idée de nombre. C'est-à-dire qu'il faut beaucoup de pucerons pour avoir beaucoup d'auxiliaires. Et finalement, c'est beaucoup plus efficace que la distance. Oui, la précocité, le nombre, et encore le nombre, c'est pas parce que tu en as beaucoup. Souvent, le nombre d'auxiliaires est synonyme d'échec. C'est-à-dire que souvent, dans les expérimentations, quand on a beaucoup de coccinelles, on est content, mais en fait, ça signe un échec patent de la stratégie. Parce que s'il y a beaucoup de coccinelles, c'est dire qu'il y a beaucoup de pucerons et qu'on a dépassé les seuils d'éligibilité. Ce qu'il faut, c'est beaucoup de pucerons ou d'auxiliaires sur les plants de banque, pas sur les aubergines en tant que telles. Oui, Lucille. Lucille. Non, j'ai rien à rajouter sur la distance. Moi, j'ai pas assez de recul là-dessus, mais c'est vrai que sur les coccinelles, j'ai pas vu de transfert immédiat, comme tu dis, Maxime. Voilà, la notion de temps, de transfert est peut-être à étudier, quoi. La notion de distance, elle est fondamentale. Et il faut que la plante répulsive colle quasiment la plante cultivée dans beaucoup de cas. Mais sur ces aspects-là de biologique, pour moi, la distance n'est pas un facteur fondamental. Je me trompe peut-être, on le saura dans le projet efficace. Alors, on va prendre une dernière question. Est-ce qu'on a pu voir des effets en fonction des cultures présentes dans l'environnement? Par exemple, des vergers qui pourraient servir d'hôtes secondaires pour abriter les pucerons? Oui, alors j'ai eu un essai, alors c'était en 2018, où en fait c'était, alors c'était pas ça, mais c'était l'environnement de l'abri, où il y avait énormément d'orties, et qui avaient justement des pucerons spécifiques, et qui ont ramené une quantité de coccinelles très 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 importante sur les témoins, sur les tunnels témoins, alors que j'avais pas de plantes aménagées. Et en fait, c'était les orties à proximité qui avaient servi de plantes de service, en fait. Donc c'est vrai que l'environnement des essais joue énormément. Là, Sébastien aura plus de choses à dire, mais... Oui, en fait, il n'y a pas que les plantes de service qu'on met dans le tunnel, en fait. Il y a beaucoup d'autres plantes extérieures qui peuvent être des plantes de service. D'ailleurs, dans l'exemple de l'expérimentation du CTIFL, tout à l'heure, j'ai dit, je ne sais pas si ça avait été très clair ou pas, mais que les aubergines elles-mêmes sont des plantes de service pour elles-mêmes. En fait, les aubergines qui sont infestées au mois d'avril deviennent les plantes banques d'elles-mêmes pour l'infestation du mois de mai-juin. Donc en fait, des plantes de service, il y en a souvent plus que celles qu'on met. Et il y a un exemple aussi avec un projet breton qui s'appelle Agronicolègue, je crois, qui est porté par un de mes collègues qui s'appelle Jean-Michel Collet. Et c'est porté par le KT, je crois, la station du KT, où ils utilisent les cultures d'artichauts comme plantes banques pour protéger les cultures de laitue qui suivent en fait. Donc ça répond clairement à la question, ouais. En Bretagne, l'artichaut sert de plante banque pour les cultures de laitue. Il y a une question qui vient d'arriver en prenant la question des distances optimales d'efficacité. Donc, suite à la question sur la distance optimale d'efficacité des plantes banques et ressources, pensez-vous que mettre en place des banques fleuries en dehors des serres est possible, type sur une bande enherbée entre deux serres?
Alors, ça a été testé à La Réunion et il y avait des problèmes de transfert dans les abris. Alors, ça dépend peut-être. Alors, c'est ce que disait Sébastien tout à l'heure. C'est qu'à l'extérieur des abris, la bande enherbée va être à des températures froides, alors que sous l'abri, les pucerons finalement vont arriver plus précocement. Et alors, ça dépend de la vague de pucerons visée. C'est-à-dire que ça se trouve, les pucerons seront actifs beaucoup trop tôt sous l'abri pour que la bande fleurie soit efficace pour les réguler. Ça, c'est clair. Le vrai problème, il est là. Il est là. C'est que comme on veut de la précocité d'abord et avant tout, mettre les plans de service à l'extérieur du tunnel, c'est pas, à mon avis, très malin. Ouais. C'est exactement ce que tu dis. Ouais. Très bien. Mais écoutez, je vous remercie à tous. Donc, merci à tous pour votre participation. Merci à nos 4 intervenants pour la qualité de ces présentations et de ces échanges. Donc, le webinaire sera disponible dans quelques jours en replay sur notre page de nos webinaires Ecofito. Et puis également, on mettra donc les différentes présentations en ligne au même endroit. Voilà, je vous remercie beaucoup. Au revoir. C'est ce que je voulais faire là. Je voulais aménager une exploite comme ça partout. Puis je me suis dit ça sert à rien en fait. Par rapport à... Vaut mieux que je le mette sur l'abri. Lucie, du coup je vais couper. Ok, merci pour l'organisation du webinaire. Merci à toutes les deux. Je trouve qu'on a fait un travail bien complémentaire et chacun a apporté une pierre. C'était différent. Je trouvais que c'était vachement complémentaire, vachement bien et que ça valorise vraiment le travail des uns et des autres. Et même en fraise où ça a été quand même difficile. C'est dommage qu'il n'y a pas Geoffrey et Sylvie, mais bon, ils sont pas hyper... T'as vachement bossé en fraise, je pensais pas qu'il y avait autant de résultats. Hein. Enfin, ils sont pas... Enfin, c'est plutôt des résultats négatifs, mais du coup, il y a vachement de résultats quand même. T'as super bien bossé. Oui, il y a eu des suivis malgré tout. Donc après, voilà, je pense que j'ai perdu 2 années, entre guillemets, avec des tunnels enherbés. Là, à mon avis, si j'avais commencé peut-être directement en toile bâchée, peut-être qu'on aurait pu voir plus d'effets dès le début et avancer plus vite. Je sais pas, mais bon. Bah, tant mieux s'il y a un peu de résultats. C'est vrai que sur 2020, ça sauve un peu le projet pour moi en tout cas, mais... Non, mais il y a des choses, Attends, moi j'ai toujours pas de résultat de la Dordogne. Bon, oui, il y a toujours plus de choses chez toi. On a entendu la fin de nos conversations. Mais il y a des choses en fraise qu'on tirera de toute façon, globalement. Ça, j'ai aucun doute là-dessus. Ouais, non, super résultat. Et en fraise, ça peut pas... je crois que ça peut pas fonctionner. Vous avez des pucerons qui arrivent beaucoup trop tôt, en fait. Et en plus, vous avez la problématique TRIPS et la drosophile qui est bien ressortie de ton PowerPoint, de ta présentation. Donc en fait, il y a des choses vachement intéressantes. C'est pareil, j'avais mis 3 espèces en fraise, moi contre la droso, et ça avait fait que les favoriser. Dès qu'il y avait un peu de couvert, c'était une catastrophe. Oui, ils aiment bien l'humidité, donc... Je vais essayer de rentrer les cultures de fraises de Dordogne, de Geoffrey et puis de toi dans le fameux tableau des indicateurs. Et a priori, on verra qu'à tous les coups, il n'y a pas ce délai qui est respecté en fait. Il n'y a jamais ce délai qui est respecté. Bah oui, c'est ce qu'elle disait. Et du coup, ça répond à notre question en fait. C'est pas possible. C'est que ça va pas marcher. En fait, on est toujours en ligne, donc il n'a pas coupé. C'est grave, ça sera coupé au replay, mais... Ouais, ça sera coupé au replay. Donc, voilà. Et puis, ça éclaire beaucoup. Ta présentation était vachement intéressante. Ça éclaire énormément les choses. Donc, voilà. Et là, c'est bon, c'est coupé quand même? Non, je sais pas, avec une information... Bon, on va peut-être s'arrêter là. Oui. Voilà. Bon, écoutez, merci beaucoup. Merci. À bientôt. Salut. Bonne journée, au revoir. Au revoir.